Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour la 3e émission de Entre Poteaux. Et donc pour vous expliquer, Entre Poteaux, c'est une émission live chaque mois où on présente un sujet de société et on invite du coup des responsables d'associations. Et ce soir, on va parler des violences faites aux femmes. Et pour ça, j'ai le plaisir de t'accueillir, Violaine. Bonjour. Bonjour, enchantée. Et Sonia Pinault et Violaine Philippis Abad. Excuse-moi, tu es avocate. Ah, pas de souci. Tu es avocate, tu as écrit un livre dont on parlera tout à l'heure et tu es spécialisée sur cette question-là. Et toi, Sonia, tu es psychologue clinicienne et tu es cofondatrice de l'association Elles Imaginent. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler. On a 1h30 devant nous pour discuter de tout ça. Et avec nous ce soir, on a Riyad Boulanoir, donc que tout le monde connaît déjà, puisque tu es fondateur de Poteaux, et tu es intervenant régulier, chroniqueur régulier entre Poteaux. Exactement. Ça te fait quoi d'être là avec nous ce soir ? Je suis un petit peu inquiet parce que je suis sous-représenté. Donc bon, j'attends de voir, on m'a mis dans le coin, j'ai bien vu. C'est pas mal, ça va changer. Et c'est très bien. C'est bien. On Switcher. inverse la machine. Exactement, profitez-en. Alors, je vous ai présenté, aujourd'hui on va du coup séparer l'émission en 3 parties. Et le premier sujet, on va discuter un petit peu on va faire un peu un état des lieux de la place de la femme dans la société. Et pour ça, on va commencer par un petit quiz, si vous êtes d'accord. Ok. Alors, on va commencer le petit quiz. Ah, Ouais, c'est vrai, on a... Il manque un buzzer péto. Hein, Ouais, on va mettre un très buzzer, cool, hein, on est d'accord. Vendu. Hein, Un petit buzzer, voilà, un buzzer. exactement. Ok, vas-y. Alors, je vous propose, les filles, que vous ne répondiez pas de suite, parce que j'imagine que vous connaissez les Genre, je réponses. comprends ça du faux. Alors moi, j'ai quand même pas les questions. En fait, plus. t'avais bien raison de t'inquiéter. Ouais, c'est ça, un ouais, ça peu- commence bien. Ouais. En plus, je voudrais voir le gage si jamais je réponds mal, parce que... Alors, première question. Quel est le pourcentage de femmes ayant le statut de cadre dans les entreprises de France ? En France. Femmes cadres, donc la proportion de femmes versus hommes. Hein. Oui, Donc, bien sûr. Bien sachant que la somme... C'est ouais, tous les cadres ou les 4 dirigeants? Parce qu'il y a 2 stades, je crois. Ouais, mais là, à mon avis, 4 dirigeants, alors là, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois, là, tu commences à être en 0, virgule. Non, en cadre tout court, je pense que tu dois être à moins de 20%. 37%. Ah, ouais, tu vois. Tous 4 confondus, ouais. J'allais dire c'est Tous quatre. 18 pour les 4 dirigeants. Ouais. 18 ? Ouais, enfin, en tout cas, c'est une stat d'Eurostat. Ah, tu l'as la stat des cadres dirigeants 18. Ouais. 18. Ah, mais ça... Intéressant. Ouais, Mais ça a évolué depuis, c'était il y a 2 ans, je crois. Que c'était Ok, j'imaginais moi, tu vois. Alors, deuxième question. Quelle est la proportion de femmes dans le paysage politique français ? Bon, là, c'est facile. Toujours en pourcentage ? Oui, bien sûr. Parce que là, on peut même les compter. Hein. Tu dirais quoi, à peu près ? Ouais, je sais pas. Paysage politique tout confondu, hein. Paquet Oui, bien ministre, machin, les 579 députés, Bah là, tout je suis en ça. train de me demander la stat exacte. Ah non, ils ont dû corriger. C'est pas possible, ils ont dû corriger. Vous diriez quoi, les filles ? Allez, je vais dire Stat 40%. exacte, Je vais dire 40. Ok. Toi, Violaine ? La stat exacte, je la connais pas. Je sais que ça a évolué ces dernières années à cause de la réglementation. Mais Forcément, j'ai ils pas- ont dû faire attention. J'ai pas la stat Ils exacte. ont Moi, dû les j'hésite sortir. entre 8 et 12%. Parce que je sais que c'est un Ah bon chiffre que j'avais eu, mais... Ok. Juste prix. Alors, vous étiez les plus proches. Ah. C'est 37%. Ah, 40. Selon Cadre Emploi. Et à l'Assemblée nationale, ça monte à 39%. Au Sénat, c'est 30%. Et au niveau local, on est à 40%. Et ça, c'est selon l'INSEE. Voilà. Je ne sais pas si vous avez C'est des réactions. intéressant quand tu donnes national et local ou ce genre de choses, parce qu'effectivement, on se rend compte que en fait, la plupart du temps, les femmes, c'est tout de suite quand finalement, ça va être un petit peu plus petit, plus local, qu'elles vont pouvoir prendre leur place. Et ça fait penser que dès qu'on va dans des sphères un petit peu plus hautes, et bien là, en fait, elles deviennent de plus en plus sous-représentées. Donc là, les chiffres que tu donnes montrent bien en fait le fait que finalement, tout de suite, dès que c'est un petit peu plus moins visible ou un petit peu plus familial, entre guillemets, elles vont être un peu plus représentées. Puis même d'un point de vue juste politique. Je veux dire, politiquement, on doit être à 50-50. Ils vont se En débrouiller plus, comme ils veulent. l'accent Mais de la là, déjà, parité. tu vois, même là, avec tous les efforts, la communication qu'ils font, enfin, c'est quand même les premiers porte-parole, de dire faire attention, etc., la considération, même eux qui sont Exactement. supposés être les modèles, finalement, ils sont qu'à 40%. Ouais. Donc, on est encore loin du, on est est loin. encore loin du compte, quoi. En 2021,
je crois que c'était en 2021, c'est la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, Ouais. elle avait eu une amende parce que justement, dans ses équipes, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et après, ils ont retiré cette amende, mais sur le principe, là, la question de la parité, elle avait été considérée comme n'ayant pas respecté la parité parce que les femmes étaient surreprésentées dans les postes à la mairie de Paris par rapport aux hommes. Et du coup, elle a pu mettre en avant, je ne sais plus comment elle a réussi, mais elle a pu mettre en avant justement que normalement, la question de la parité, c'était pour favoriser les femmes et qu'on ne pouvait pas lui mettre une amende parce qu'il y avait plus de femmes Ça que me fait d'hommes. penser à quelque chose, Violaine. Toi, en tant qu'avocate, dans le milieu juridique, comment c'est plutôt un métier d'homme? En fait, oui, mais pas au moment du diplôme. C'est-à-dire que maintenant, la profession d'avocate, d'avocat, diplôme, je dirais presque un peu plus de femmes. Mais en tout cas, la statistique qui est intéressante, je trouve, c'est que selon l'Union nationale des jeunes avocats et avocates, eh bien, dans les 10 premières années de barreau, il y a 40% des femmes qui arrêtent. C'est énorme, c'est presque 1 sur 2. Et c'est une stat, il y a 10 ans, parce que j'ai commencé il y a 10 ans, du coup, que je trouvais énorme et en fait que je retrouve vraiment sur mes amis. C'est-à-dire que ouais, j'ai à peu près une copine sur 2 qui était avocate qui l'est plus maintenant, 10 ans après. Ouais, ouais. Ah, ça c'est incroyable. c'est Et quoi c'est les quoi raisons les raisons? Alors, les raisons, alors là, pas les raisons du rapport, mais les raisons que j'ai constatées, c'est la précarité de la profession, parce que souvent, c'est pas des contrats de travail, et donc c'est vrai que c'est des statuts de prestataires indépendants, en gros, si on caricature, et le harcèlement, la difficulté de jongler entre la vie privée et la vie professionnelle, et qui, du coup, n'impacte pas de la même façon les hommes, puisque les hommes ne sont pas en charge de la même dose de charge mentale. D'ailleurs, il y a Blabla Rose sur le live Twitch qui nous dit les hommes sont effectivement rares dans les amphis de droit. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai que du coup, quand on sort de l'école des avocates et avocats, il y a effectivement cette impression-là qu'on est peut-être un peu plus de femmes. Okay. Et puis finalement, 10 ans plus tard, il y a cette phrase qui est assez horrible en fait, de dire la profession s'auto-régule. C'est comme si on tuait des gens. J'étais presque à le sortir. Au lieu de penser... Bah non, c'est ce qu'on m'avait dit notamment sur la problématique de la rémunération qui est souvent tirée vers le bas ces dernières années, du nombre de diplômés qui est quand même en espèce d'inflation. Et de dire, bah oui, mais bon, ça s'autorégule de toute façon, c'est un peu marche ou crève en fait. Donc voilà, effectivement, il y a je pense que ça dépend des spécialisations. Je pense que les femmes sont très dans le pénal et qui ramènent rien. Et les hommes vont être plus dans le droit des affaires. Ouais, droit des affaires ou pénal, beaucoup rémunérateur. Beaucoup d'hommes en avocat. Le pénaliste, il gagne pas son argent, quoi. Éventuellement, on le voit à la télé, mais il gagne pas l'argent, le pénaliste. Bah, disons que les avocats des hommes accusés sont plus souvent des hommes, justement, que des femmes. Maintenant, il y a aussi une technique, je trouve, ces derniers temps, qui consiste à, pour des hommes accusés de violence conjugale ou de violence sexuelle, voilà, à prendre une femme en avocate de la défense, passer comme une caution en fait. Ouais. Raison pour laquelle je ne le ferai pas, parce que justement, je trouve que c'est vraiment, au-delà de mes convictions personnelles, je trouve que c'est être instrumentalisé en tant qu'avocate. D'ailleurs, on parlera après, un petit peu plus tard dans l'émission, de la place juridique sur les violences faites aux femmes, en tout cas dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on parlera justement du déni de justice et de tout ce qui est en train d'être mis en place sur ce plan-là ou pas. Oui, c'est ça. Et juste une dernière question, Riyad. Quel est l'écart de salaire net entre les hommes et les femmes à temps de travail identique? Ouais, 20%, 20% je crois. Vous 25. Quel écart? L'écart de salaire entre les hommes et les femmes à temps de travail identique. À temps différencié, c'est entre 26 et 28, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'état partiel. Et à temps égal, je dirais autour de 14%, mais je suis pas sûre. Oui, ça réduit. C'est un point qui a bien... C'est ça, 14,9%. Ah, c'était presque 15. Bravo. Voilà, bravo Violaine. Donc on a terminé le petit quiz pour démarrer cette émission. Et moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, à ce qu'on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Et est-ce que vous m'expliquez un petit peu déjà, pour vous, c'est quoi la place de la femme aujourd'hui dans la société? Vaste question. Ça peut être plein de prismes. Déjà, je vais aider en reformulant la question. Il y a quelque chose c'est vraiment important quand on évoque la question des femmes, c'est justement de parler de la place des femmes. Exactement. Et de ne pas symboliser juste la femme. Parce qu'en fait, quand on va dire la femme,
Déjà, on va être sur ce modèle de l'homme avec un grand H qui généralise finalement et les hommes et les femmes, donc finalement qui n'a pas de sens en fait, parce que quand on dit l'homme avec un grand H, en fait on ne parle pas de la femme en réalité. Même si on a beau considérer que c'est une manière de parler du neutre dans les représentations. Le masculin c'est comme fait ça, le neutre. exactement. Le droit de l'homme. C'est très bien. Déjà, tout est dit dès le début. Donc c'est quand même le droits de l'humain. cerveau. Voilà, le C'est cerveau vrai, ne va c'est pas vrai. entendre ces subtilités. De la même manière, quand en grammaire, on va apprendre que le masculin l'emporte sur le féminin, nous, c'est des choses qui vont ensuite s'inscrire, par exemple, dans les violences, tout ça. Donc les termes, les mots sont importants. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de parler des droits humains pour vraiment amener cette notion, en fait, qu'on va parler autant des hommes que des femmes, et peut-être aussi même parfois des minorités de genre, avec tout ce qui est la non-binarité ou les aspects aussi de transgenre. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça à apporter là-dessus. Ensuite, quand on va dire la place des femmes, on va venir amener que les femmes peuvent être diverses. Et en plus, c'est très important quand on parle des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes, souvent, on les a un peu cataloguées. Souvent, c'est un peu le symbole, justement, entre guillemets, de la parisienne. Longiligne, plutôt brune, les cheveux raides, les yeux occidentaux, tout ça. Et en La fait, manucure tout ça, faite. ça a eu des conséquences, justement, sur la représentation pour d'autres femmes, où elles ne Tu te vont sentais pas pas se représentée. reconnaître dans ces corps, dans ce genre de choses. Quand vous avez des jeunes femmes asiatiques qui vont se faire agrandir les yeux, c'est parce qu'elles ont grandi avec des affiches publicitaires de femmes occidentales. Et comme en fait elles ne ressemblent pas à ces femmes-là, en fait ça va jouer sur l'estime de soi. On est vraiment sur la question de l'estime de soi et de la construction de soi. Il y a eu des études qui existent depuis les années 70 aussi, par exemple, par rapport aux représentations entre les noirs et les blancs. Et on pouvait voir que, par exemple, il y avait des petites filles ou des petits garçons qui allaient dire très clairement qu'ils préféraient la poupée blanche à la poupée noire, mais qui pouvaient dire que la poupée blanche était plus belle, mais ils pouvaient dire qu'eux, ils ressemblaient à la poupée noire. Donc ça vient vraiment amener quelque chose sur ces questions-là. Et toi, Violaine, tu voulais dire quelque chose ? C'est quoi ta première Sur la place des introduction. femmes dans la société, en fait, je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, bien sûr. Après, je crois qu'on a aussi tendance à poser cette question en disant là, ou parfois aussi par raccourci, parce qu'on est tellement essentialisé, justement, que... il y a encore une idée de ce qu'on doit être. Ouais. Donc, je vois les deux expressions. Et effectivement, par exemple, pour la journée internationale du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et souvent, c'est résumé en journée de la femme. Donc, en plus, on oublie le mot droit. Oui, parce que du coup, on finit avec 2 culottes achetées, le soutif offert. Voilà, c'est ça, Exactement. des fleurs. Et puis avoir des réflexions en mode alors bonne fête, Bonne c'est fête, ta journée c'est aujourd'hui. voilà. La rose. Voilà. Et c'est sur la place des femmes dans la société, je pense que c'est difficile de la trouver, en tout cas sa place, et c'est difficile encore de se projeter quand on est une petite fille en dehors des cadres qui sont encore majoritairement proposés. Je joue avec ma fille qui a 5 ans, malgré que je pense qu'elle a quand même grandi avec beaucoup de culture féministe, puis elle est venue à déjà des manifestations, des conférences, j'essaie de lui expliquer quand le sujet est adapté à ce qu'elle peut entendre, bien sûr que c'est pas trop violent, ou carrément des choses pour son âge, je veux dire. Mais malgré tout ça, en fait, elle s'identifie elle s'identifie à une forme d'essence, je pense, parfois, à ce qu'elle devrait être, à quelle place les petites filles quelle place elles doivent occuper, parce qu'elle fait des choses que c'est clairement pas moi qui lui ai appris à faire ça, c'est justement ce qu'elle voit dans les dessins animés, dans certains livres, à l'école. Et ça va être, par exemple, l'année dernière, elle était invitée à un goûter d'anniversaire, il n'y avait que des filles qui étaient invitées, ça s'appelait le bal des princesses. Et donc, à adopter ces espèces de mimiques, à faire des moves un peu de théâtre, en fait, à finalement performer son rôle de ce que les autres attendent d'elle en tant que petite fille. Et ça, je trouve que la place qu'elle occupe maintenant, c'est-à-dire ces tendances qu'elle a à finalement jouer un rôle théâtralisé, il y avait moins avant qu'elle rentre en école préélémentaire. On dit souvent maternelle, j'essaie d'arrêter de dire ça moi-même. Je crois que ce terme n'existe plus d'ailleurs dans nos textes. Et parce que, par exemple, quand elle avait 2 ans et demi, avant d'entrer à l'école, si quelqu'un lui disait « Bonjour princesse », elle répondait « Je ne suis pas une princesse, je suis une fille ». Et maintenant, je trouve qu'elle a perdu ce genre de réflexe qui était en fait immédiat avant. C'est bizarre. Et justement, j'ai envie de te poser la question. Toi, Riyad, tu es papa, tu as 2 filles.
Ouais. C'est quoi ton regard? Comment tu as justement vécu ça? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là pendant l'éducation quand tes filles étaient plus jeunes? Est-ce que c'est quelque chose qui te posait question? Est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu te disais j'ai 2 filles et tu voyais une différence avec toi, comment tu as grandi et... Ouais. Quand j'essaye de remonter au plus loin que je peux, il y a déjà que moi j'étais dans un milieu exclusivement féminin autour de moi. Il n'y avait que des femmes. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, donc je me suis retrouvé dans un milieu, j'avais mes 2 sœurs, et déjà j'étais dans des quartiers populaires, et déjà le regard que j'avais de mes copains sur les femmes, sur les filles, tout simplement, déjà je sentais que ça ne matchait pas tellement, parce que pour moi ils m'insultaient un peu, tu vois, le fait d'insulter une fille, c'était insulter mes sœurs, insulter ma mère, insulter, etc., même si c'était juste la jante qui était qui avait cette image-là. J'avais ça, effectivement, je revois mes sœurs, et ça, je vous rejoins. Alors nous, on est d'origine, enfin en tout cas, au moins d'ADN maghrébin, et mes sœurs ont passé toute leur enfance, adolescence, à se défriser les cheveux avec des produits archi-toxiques pour avoir les cheveux bien raides, bien parisiennes, bien... Les cheveux du vainqueur. Les cheveux du vainqueur, les cheveux de la belle fille, de celle que tu dis qu'on cherche à ressembler, etc. Effectivement, elles se sont esquintées. Je leur faisais moi-même les brushings, j'ai appris à faire les brushings, etc. Et justement, quand je disais, moi je sais faire des brushings, je m'amuse à tricoter, je voyais bien qu'on disait, c'est des trucs de filles, ça. Tu ne dois pas savoir faire ça. Et en fait, il y avait une forme. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu aussi. Avec tes filles, Oui, alors, évidemment, parce que moi. En étant conscient de ça, forcément, c'est des choses, soit tu les reproduis à 200%, soit tu les reproduis pas du tout, et au contraire, tu as tendance un peu à t'en indigner. Je l'ai vu aussi dans la considération de mon père, en particulier vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes sœurs. Je voyais que j'avais quand même des plus beaux cadeaux à Noël qu'elle. Je voyais que quand même, j'avais dans son regard, il y avait dans son regard plus d'espoir en ma personne qu'en celle de mes sœurs. Et c'était vrai aussi chez ma mère. Et c'était aussi vrai chez ma mère. C'est-à-dire que les femmes reconduisaient également ça en se disant que peut-être naturellement, elles avaient intégré leur infériorité. En fait, c'est ça le grand... Ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, elles ont intégré leur infériorité, et encore maintenant, tu les retrouves dans des situations des fois de panique où elles vont te dire « Bah oui, mais j'arrive pas à faire ça, mais si je suis qu'une femme ». Où elle va se replier, sur ce truc-là, en fait, qu'elle a intégré. Voilà l'image que j'ai de la femme. Donc, sur mes filles, bien sûr que moi, quand mes filles elles me disent j'ai un petit copain, j'ai machin, je peux dire c'est qui, machin, hors des questions, il faut. Enfin, non, au contraire, non, j'ai envie de faire tomber tout ça. Et j'ai envie de leur dire surtout, ne reproduisez pas ça. Ne reproduisez pas ça. Voilà. Et justement, dans cette idée de ne pas reproduire, la première chose, c'est la barrière juridique avant tout. Comment toi, Violaine, tu pourrais nous exposer les principaux défis juridiques auxquels les femmes sont confrontées en matière d'égalité des sexes? En fait, je trouve que notre siècle, il est important dans l'application des droits qu'on a acquis au siècle précédent, en France en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement. Droit de vote, droit bancaire, voilà, c'est ça, droit de vote, droit d'ouvrir un compte bancaire, enfin il y a eu tout ça, ça y est, ça y est, ouf, il reste encore 15% de moins sur ton salaire, il reste encore 40% de représentation, mais globalement, ça tend vers... en tout cas, théoriquement, on les a, les droits, et justement, le tournant, je crois qu'il est là, c'est que maintenant que les militantes prédécesseuses, elles ont acquis ces droits, les femmes se sont battues pour avoir ces droits, dans les tas de papier, dans nos lois, et bien aujourd'hui, c'est comment faire pour les appliquer. Et ça, c'est au moins aussi compliqué, parce que maintenant que les textes ont changé, déjà nos détracteurs nous disent c'est bon, vous avez ce que vous voulez, vous voyez, donc de quoi vous vous plaignez, c'est peut-être parce que en fait, vous n'avez pas envie d'être égal, puisque vous théoriquement vous l'êtes, et en fait non. Et donc en fait, c'est d'expliquer que c'est pas parce que les lois ont changé que automatiquement les mentalités et la société a évolué en même temps que la réforme. Et donc il y a ce travail-là, non seulement d'éducation, mais il y a aussi un travail législatif d'application. Et donc en fait, c'est prendre des lois pour faire appliquer celles qui existent déjà, mais c'est des lois vraiment d'application de l'égalité. Alors qu'avant, c'était des lois pour faire l'égalité, pour la décréter. Ouais. Et là, c'est pour l'appliquer. Typiquement, les quotas, c'est-à-dire, par exemple, le fait que depuis, je crois, 2022, maintenant, il y a 30 puis 40% de femmes qui doivent être dirigeantes dans les comités de direction. C'est d'abord 30 le premier palier, puis 40 dans quelques années. C'est-à-dire qu'on va obliger les entreprises, en fait, de 1000 salariés plus, à placer des femmes dans les comités de direction, parce qu'on voit qu'en fait, malgré le fait que la loi nous décrète égal sur le plan de l'égalité professionnelle, on voit que les statistiques ne suivent pas.
Donc c'est prendre des lois pour appliquer les lois précédentes qui disaient que l'égalité théorique, voilà, c'est bien, bah maintenant il faut le faire. Et ça, juridiquement c'est pas facile et ça va trop doucement. Et justement, si tu peux nous donner un exemple concret, c'est quoi exactement le recours disponible pour les femmes qui sont confrontées justement à des discriminations fondées sur leur sur le Bah, genre, il y en a notamment plein. sur le Enfin, lieu de c'est- travail. S'il y Alors, en sur le lieu de aurait tra- un qui serait le plus... Bah, ça dépend de la matière. Donc effectivement, en droit du travail, c'est le conseil des prud'hommes ou le dépôt de plainte quand il y a une qualification pénale possible. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que cette question, elle reflète que l'information, l'accès au droit, il est très mauvais. D'ailleurs, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a une masse réglementaire énorme et que en fait, la loi n'est pas accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Et donc ça se reflète aussi évidemment sur la discrimination faite aux femmes ou par exemple quand on va déposer plainte pour agression, violence physique, sexuelle, etc. Eh bien parfois il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'elles ont le droit d'être accompagnées pour déposer plainte. Ou par exemple... Accompagné, c'est-à-dire Alors par un avocat, une avocate ou un tiers. En fait, tu as le droit de ne pas y aller toute seule. Et moi, j'irais plus loin, c'est que je pense que même il faudrait un avocat ou une avocate payé par l'État pour accompagner dès le stade du dépôt de plainte. C'est pas aujourd'hui, c'est pas pris en charge aujourd'hui à ce stade. Mais bref, en tout cas, le fait de savoir qu'on peut être accompagné, c'est hyper important. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su. Et parfois même, les agents de police vont dissuader en disant des phrases de c'est type... une embrouille de couple. Ah oui, voilà, alors ça sur le dépôt de plainte, mais ça, C'est vachement dur à évaluer, enfin j'imagine, et puis ça fait tellement partie, c'est tellement ancré, bah oui, c'est pas très grave. Bah oui, de savoir quoi répondre Ouais. quand on est seul face à un agent de police qui va dire ça, oui, ça va être compliqué de savoir réagir, d'où l'importance effectivement d'être accompagné. Bah, il y a pas longtemps, il y a une femme qui m'expliquait, je tiens une permanence avec une association, parce que je suis militante dans plusieurs associations, donc le mercredi on tient une permanence à la fois en Zoom et en présentiel. Bref, et donc une femme qui vient nous expliquer qu'elle allait déposer plainte seule et que au moment de l'audition, le policier lui a demandé si elle avait pris du plaisir pendant l'acte sexuel alors qu'elle venait pour déposer plainte pour viol. Ouais. Et donc, comme il y a quand même une libération de la parole et qu'on peut être un peu plus informé qu'avant, elle m'a dit qu'elle lui avait répondu ça ne vous regarde pas, je vois pas le rapport. Et elle m'a dit, il a haussé les sourcils et puis il est passé à autre chose. Mais ça, c'est sûr que en présence d'un ou d'une avocat, normalement, l'avocate ou l'avocat réagit et voit la question n'existe pas. Parce qu'ils savent que... Enfin, je veux dire, je pense qu'il sait qu'il n'a pas à la poser, clairement. Et justement, tu viens de parler... là, on a évoqué en très peu de temps plusieurs violences faites aux femmes. Donc, tu viens de l'évoquer, il y a la notion de viol, il y a la notion de sexisme, il y a la notion d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Il y a beaucoup, il y a de violences conjugales, etc. Enfin, il y a différentes notions. Et si on revient un petit peu sur les discriminations basées sur le genre et comment ça affecte la santé mentale, comment toi, Sonia, tu es psychologue, comment ça affecte émotionnellement les femmes quand on est victime de discrimination comment toi tu travailles C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure et ce que tu disais aussi, Riyad, sur l'estime de soi, intégrer son infériorité. On a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, quand tu parlais, d'ailleurs, merci, ton témoignage il était vraiment touchant, quand tu as pu parler aussi de tes sœurs et de ce que tu disais. Pour nous, c'est vraiment important quand, en fait, nous, en tant que femmes, on peut porter la parole et qu'on voit que ça fait écho chez des hommes et qui peuvent aussi accompagner et nous soutenir. Et donc, en fait, ce qu'on voit aussi au niveau de l'éducation, ce que tu disais, c'est que, en fait, il y a des choses qui vont être intégrées. Et donc, mon travail, c'est d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales, d'accompagner aussi leurs enfants. Alors, l'association, elle reste petite, donc on n'a pas encore la possibilité vraiment d'accompagner les enfants quand ils sont petits, mais on les accompagne à partir de 16 ans. Donc on fait des groupes de parole, on les écoute, on les aide à se reconstruire. Et là, pour le coup, on accompagne autant les jeunes filles que les jeunes hommes, autant les jeunes femmes que les jeunes hommes. Mais ce qui va se passer, c'est que on va vraiment comprendre que finalement, en tant que garçon, l'éducation va les amener plutôt, justement, à être plutôt dans un schéma de répétition des violences en tant qu'auteur. Et les filles, elles vont plutôt être dans un schéma de répétition en tant que victime. Oui. Ça peut sembler très cliché et j'aimerais ne pas dire ça, mais c'est parce que, par exemple,
un petit garçon, une petite fille qui vont vivre, admettons même dans la même famille, ça va pas fonctionner, mais qui vivent les mêmes choses, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que cette petite fille, peut-être qu'elle-même, en fait, elle va être elle-même violente à l'école, elle va elle-même taper ses camarades comme le ferait le petit garçon, parce qu'en fait, on reproduit la violence, parce qu'en fait, on intègre que la violence est un mode de communication, donc du coup, et aussi de gestion des émotions. Donc du coup, je ressens quelque chose qui m'énerve ou qui me rend triste, je tape, je n'obtiens pas ce que je veux, je tape, etc. Sauf qu'à un moment donné, cette petite fille, elle peut même se comporter comme ça jusqu'à l'adolescence, mais à un moment donné, déjà petite, on va commencer à lui dire que c'est pas beau de se battre pour une fille, c'est pas gentil, une fille ça doit être gentil, ça doit être doux. Chez un garçon, on va plutôt accompagner ça en disant peut-être faut pas taper, mais ça va être moins fort, moins présent. À d'autres endroits, t'es un garçon, tu dois te défendre. Enfin voilà, ce genre de choses. Et donc ce qui va se passer, c'est que moi, par exemple, j'ai accompagné des jeunes femmes qui étaient elles-mêmes violentes avec leur mère dans le cadre des violences conjugales, à dire jamais je subirai comme ma mère, jamais, etc. Mais finalement, elles ont tellement intégré quand même cette infériorité qu'ensuite elles se mettent en relation avec des hommes qui vont être encore plus violents qu'elles en réalité. Oui, mais il y a une forme de... en fait, c'est uniquement ce que tu connais. Ouais, donc ça te rassure, ouais. ça te rassure. T'as été tapé quand t'étais môme, tu retapes derrière parce que tu dis que t'as toujours envie de donner raison à l'éducation de ton enfance ou à la religion de ton enfance. Donc, et ça va avec le devenir femme aussi. Là, on en revient sur la place des femmes au niveau de la société. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que cette jeune femme, à un moment donné, pour pouvoir se représenter et s'identifier en tant que femme, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit docile, il faut qu'elle soit adaptable, il faut qu'elle soit... Parce qu'à chaque fois qu'elle va parler trop fort, à chaque fois qu'elle va être un peu trop autonome, un peu trop indépendante, on va la ramener au fait qu'elle n'est pas une femme. Ou alors c'est un bonhomme. C'est ça, voilà, exactement. on dira, c'est un bonhomme. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça va marcher, je termine, ça va marcher jusqu'à peut-être 20 ans, 22 ans, mais à un moment donné, la société va la mouler dans quelque chose. Et comme la violence, ça reste un système qu'elle a en elle, qu'elle n'a pas mis au travail, et ben en fait, elle va basculer sur une place de victime. Et juste vraiment pour terminer, c'est aussi ça que nous disent les victimes de violence. Elles viennent me voir en disant « mais je ne comprends pas pourquoi, j'avais un fort caractère, je ne comprends pas pourquoi ». Et donc, il faut vraiment avoir en tête que les femmes qui peuvent vivre des violences conjugales, ça n'a pas nécessairement à voir avec leur personnalité, une potentielle fragilité ou ce genre de choses. C'est vraiment considérer que la violence est un système et que quand on a vécu avec, il se reproduit d'une manière ou d'une autre aussi dans notre couple si ça n'a pas été mis au travail sur le plan psychologique. En fait, tu viens vraiment de parler, pardon, excuse-moi Violaine, des normes sociales, des normes sociétales, des normes culturelles qui influencent complètement. En fait, elles vont, c'est comme si, en fait, ça modèle un petit peu et puis ça amène les choses. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association, je dis souvent, on travaille sur la question des violences conjugales faites aux femmes parce que les femmes sont surreprésentées dans la question des violences conjugales. Et ce que je dis souvent, c'est le jour où il y a autant d'hommes que de femmes qui vivent des violences et qu'on est plus sur ces stéréotypes de genre qui amènent justement à la violence, il n'y a pas de souci, je revois ma copine. Je pense que je ne serai pas vivante quand il y aura ça à faire. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est important justement de faire baisser cette surreprésentation des femmes dans tous les aspects des violences. J'allais te demander, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'identification à des normes et ce que tu penses en fait du coup de l'expression garçon manqué. Tu parlais vachement... Exact. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais ma fille, elle disait je suis une fille réussie. Elle disait. Quand on me dit t'as un garçon manqué, elle dit non, je suis une fille réussie. Enfin, c'est une manière de dire en fait, je suis une fille et j'ai juste réussi à être qui je suis en fait. Et ça, c'est hyper important. Du coup, c'est absolument parfait ce que tu viens de nous présenter comme concept parce que ça va m'amener à moi à vous présenter la thématique en fait du deuxième sujet. Et on vient de voir un peu en filigrane que les normes sociales et culturelles affectent l'estime de soi, la confiance en soi. Et du coup, on va pouvoir passer en fait aux symptômes, de manière plus large, des violences faites aux femmes, si ça vous convient, comme deuxième sujet. Il manque juste un jingle de transition. Deuxième partie. Deuxième partie, les symptômes. Et pareil, on va repartir sur un petit quiz. Okay. Le petit quiz, je me tourne vers toi, Riyad. Là, il n'y a que 2 questions. J'aimerais te poser combien de femmes
ont déjà été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Au cours de leur vie? Oui. De violences sexuelles? Oui. Violences sexuelles, c'est tout? C'est. On a une avocate. C'est oral, Comment toi, tu enfin, définis, t'as un beau cul, c'est une violence sexuelle? On a une avocate, c'est quoi la Bah, définition en de fait, la violence sexuelle pour toi? Pour T'es le, bonne. alors, il y a le juridique et puis il y a le sondage. Juridiquement, une violence sexuelle, C'est ça quoi? va être, par exemple, une main aux fesses, c'est une violence sexuelle. D'accord. Ça peut être du harcèlement sexuel aussi, quand Des c'est des gestes répétitions. répétés, ou alors un geste grave, qui peut aussi le qualifier. Donc en fait, juridiquement, c'est pas forcément ce qui est repris dans les sondages ensuite, qui eux sont parfois flous d'ailleurs. Donc merci de l'avoir Donc attends, relevé, il c'est a vrai que été parfois- fait, parfois, il a été c'est fait quand ton sondage là? C'est un sondage récent? Alors, je Parce demande que dans ça dépend l'oreillette. quand- ça dépend quand est-ce qu'il a été fait le sondage. Parce que s'il est assez ancien, t'es à 50%, je pense. C'est au cours Bah, du- sur les 18-35 ans, j'avais lu que c'était 65% ou 63% qui déclaraient avoir été victimes de agression ou harcèlement sexuel. Ouais, et puis je pense que maintenant la parole s'est libérée. Parce que Mais faut c'est voir ça, à ils qui, sont- quand tu vas poser la question, Moi, qui va le dire. Moi, j'ai le Même les chiffre, femmes. mais pour les viols, précisément. Pas les violences sexuelles. Les viols. On en parlera peu. Alors bon, j'ai dit. Alors, je vous donne la réponse, et c'est les chiffres du ministère, c'est 1 sur 2. Ah bah, c'est D'accord. bon, donc 50%. Voilà. Ouais, voilà. 1 sur 2. Tout âge confondu, on est sur un Donc, sur on deux. est sur un sujet systémique. Absolument. Enfin, c'est Ah ouais, systémique. donc 1 sur ouais, 2. une sur deux. Voilà. Une sur deux qui déclare, mais du coup, on voit que sur la tranche d'âge, parce que là c'est tout âge confondu, peut-être que les jeunes femmes ont moins de difficultés à parler, un peu moins de difficultés à parler, puisque c'est un peu plus intégré. C'est peut-être pour ça qu'on trouve 63-65% chez. Mais 18-24. encore que Ouais. comme 100% des femmes en Ile-de-France déclarent être agressées dans les transports, en fait, c'est pas une sur deux, c'est un jour, une fois dans sa vie. Donc, en fait, si Ouais, on considère qu'une agression dans les transports, et ça en est une, d'agression sexuelle, que ça se passe dans les transports ou pas, mais en fait, au final, les statistiques changent tout le temps là-dessus. Enfin, Et ça a justement, tendance à être plus que 50 Ouais, jours. et pour puis je nos pense que c'est auditeurs. minimisé. En plus, je pense que Oui, je c'est pense que c'est moi, minimisé. moi, quand je parle tu sais, là, toutes les affaires des uns des autres, des animateurs qui tombent avec les MeToo et tout ce que tu veux, des fois, j'entends même ma propre mère dire ça va, c'est un bisou, ça va, c'est rien, c'est une main aux fesses. Enfin, c'est la c'est-à-dire banalisation. qu'elle-même va naturellement ouais. dire il faut pas en faire tout un pataquès, etc. Ça Voilà. s'appelle Bon, la- elle a 78 ans, hein, ma mère, mais Ça voilà. s'appelle la culture du viol. Voilà, ouais, effectivement, C'est ouais, typiquement c'est-à-dire ça. qu'elle-même dit, ah oui, enfin bon, elles ont rien dit jusqu'à maintenant, là maintenant elles parlent, enfin, c'est-à-dire qu'elle-même, sa propre, elle a un regard hyper dur en fait, en se disant, ouais, et je me dis, waouh, là il y a Ouais, je encore du comprends. boulot, quoi, il y a encore C'est du boulot. dur. Bah, sur les nouvelles générations, je ne l'accepterai pas ce C'est message. dur ou c'est protecteur. Violaine. Parce que aussi parfois de minimiser et de nier la violence, c'est aussi une manière C'est pas faux. de pouvoir en fait se dire que ah ben moi ce que j'ai vécu en fait c'est pas si grave. Et souvent les femmes en fait quand elles ont tendance à intégrer comme ça le patriarcat, c'est parce qu'en fait c'est pour finalement mettre de côté le C'est vrai. patriarcat qu'elles ont subi, elles vont l'intégrer, parfois certaines le répéter même. Mm. Mais il y a vraiment cette intégration et il faut avoir en tête que la minimisation, le déni, la banalisation, ce sont souvent des mécanismes de protection qui appartiennent beaucoup à d'anciennes victimes en réalité. Enfin, en tout cas, les femmes ont toutes été victimes au moins une fois dans leur vie d'une forme de violence sexuelle. Donc, elles ont tendance aussi à banaliser pour mieux supporter. Oui, et puis Là, pour se C'est protéger. notamment vrai, pardon, Ouais. juste pour rebondir sur ce que tu dis, un peu cette forme de loi du silence qu'on retrouve énormément dans les violences intrafamiliales et les violences, les viols dans le cercle familial, donc qu'on peut apparenter à de l'inceste. Et il y a souvent une répétition, et il y a des études qui ont montré que de génération en génération, ça se répétait sur toute une famille, l'inceste, parce qu'il y avait cette loi du silence qui empêchait de pouvoir déconstruire certaines choses et de pouvoir mettre fin, en fait. Mais moi, je vois, C'est tu sais terrible, hein. que c'est intéressant ce que dit Sonia, parce qu'en fait, ce mécanisme de protection, il était d'autant plus justifié dans les anciennes générations. Quand tu n'avais pas le droit de vote, quand tu n'avais pas le droit au compte bancaire, que tu bossais pas, que tu Exactement. t'occupais des mouftards et que tu te prenais ta rousse, Exactement. et ben tu te la fermais. Complètement. En attendant que ça passe, tu évitais quand il était trop bourré ou trop machin, enfin, tu essayais de jongler pour que ça passe, mais tu n'avais pas d'autre choix. Parce que tu allais te barrer, tu étais déjà exclu par la société, C'est ça. éventuellement ta famille pouvait te récupérer tout juste, Ouais, je c'est pense, vrai. et encore, tu avais la honte, et en gros, ferme-la, arrangez-vous, hein, tais-toi, pas de vague, Là, regarde à quoi tu t'exposes. Là, tu es en train d'évoquer l'aspect économique des violences. On parle aujourd'hui de violences économiques et c'est très clair, c'est comment finalement
l'autonomie financière de la femme peut être un frein à la séparation. Et on voit très bien que les femmes qui vont avoir un travail du soutien familial vont sortir beaucoup plus vite des violences. Moi, ma fille, que celles mes qui, filles justement, qui sont bossent, moins autonomes. s'il y a un mec qui lève la main Exactement. sur elle, elles se cassent du jour au lendemain. C'est aussi C'est-à-dire simple que que ça, quand- quoi. quand Elles, on a- elles iront porter plainte. Quand on ma n'a mère pas ne de... l'aurait pas fait, ma grand-mère certainement pas, quoi. Justement, Quand on n'a pas de Jolène, rejet, c'est possible que tu puisses nous hiérarchiser pénalement les différentes définitions des violences sexuelles et par ordre de hiérarchie. Hiérarchiser... Je veux dire sur le plan juridique. Hein. Ouais, parce que oui, Attention, je comprends la question. Je dirais que oui, parce que oui, il faut rappeler qu'une femme qui vit une agression, on est toutes différentes. Donc la même agression juridiquement, entre guillemets, codée comme telle chose, peut être vécue différemment par deux femmes. Donc c'est pas... Je voudrais pas minimiser la souffrance. Oui, voilà. Et d'ailleurs, souvent, les violences psychologiques ont tendance à être très minimisées par les femmes parce qu'elles disent « Ah, j'ai pas de coups, c'est pas si grave ». Et donc, de dire que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Je dirais que la première, on va dire, si on regarde le code pénal, la première infraction que peu de gens connaissent finalement encore, qui date, je crois, de 2018, c'est l'outrage sexiste ou sexuel. Si on parle de, et là je mets des grandes guillemets et je veux pas faire des blagues dessus, c'est l'entrée de gamme, on va dire, dans le droit, de qu'est-ce que c'est, c'est 20 euros. c'est... Pour 20 euros, t'as le droit, t'as un beau cul. Donc c'est l'outrage sexiste ou sexuel, et c'est une amende qui peut aller à beaucoup plus, mais quand elle est... Alors, en fait, on va considérer que dans les transports en commun, par exemple, c'est aggravé. Okay. Donc ça va être un outrage sexiste ou sexuel aggravé. Il y a des circonstances comme ça à prendre en compte, notamment les transports en commun. Et puis dans d'autres lieux ou dans d'autres circonstances, ça peut être aggravé, donc l'amende sera moins élevée. Néanmoins, la difficulté de ce dispositif, ça va être la preuve. Parce qu'en fait, si tu es dans le métro et que effectivement un mec te dit, j'avais listé des exemples, parce que concrètement, ça parle forcément mieux, de type, est-ce que tu aimes les rideaux, je vais te faire grimper, des choses comme ça. Quelqu'un qui parle comme ça dans le métro, ça va être un outrage sexiste aggravé, parce que dans le transport en commun. Et outrage sexiste parce qu'on impose du coup des propos à connotation sexuelle à une personne qui ne l'a pas demandé. Si vous allez déposer plainte, vous allez signaler l'infraction, sauf si vous avez votre téléphone qui enregistre en permanence, et puis même comment avoir l'identité de la personne, avec les caméras. Donc il y a quand même un besoin de... alors c'est bien qu'elle existe cette infraction, mais pour la constater, à part avoir un policier ou une policière qui peut du coup dresser un procès verbal, ça pose la question de... Et entre ça et la drague, après cette infraction, je pense comment tu différencies ce que tu me dis et la drague je pense que si on se pose la question, c'est pas de la drague. Hein? Si on se pose la question, c'est pas de la drague. Ça, c'est la notion du consentement. Là, tu vois, et je crois que... non, parce que je me dis, comment tu fais pour draguer dans les transports en commun sans risquer déjà, l'outrage sexiste? L'outrage sexiste, c'est... aggravé en plus. Non, mais Qu'est-ce l'outrage sexiste, ça va être les propos à connotation sexiste ou sexuelle. Se comporter cordialement, entre guillemets, comme finalement, je sais pas, parler à quelqu'un normalement, ça va pas être pénal. Donc c'est faux de dire qu'on ne peut plus rien dire. Si vous dites bonjour à quelqu'un avec un sourire, c'est pas un outrage sexiste ou sexuel. Donc en fait, je crois qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est que déjà il y a un malaise, ça veut dire qu'on est plus sur de la drague. Parce que par exemple, les propos de Gérard Depardieu, souvent on dit c'est des propos lourds, ok, les agressions c'est grave, mais les propos lourds c'est pas grave. Non, ce qu'il a eu comme propos qu'on a tous entendu sur le reportage de complément d'enquête, c'est pas de la drague lourde ou des propos graveleux. Ce qu'il dit à son interprète, je sais plus exactement ce qu'il lui a dit, mais c'était clairement du harcèlement sexuel en fait, en plus c'était répété. C'est abject. Donc je crois qu'on peut se rassurer sur le fait que oui, c'est toujours possible d'accoster quelqu'un et que si c'est fait sans propos à connotation sexiste ou sexuelle et que c'est fait du coup poliment, c'est pas une infraction pénale. Tu sais, à partir du moment où tu demandes l'autorisation à la personne, bonjour, je ne vous connais pas, mais est-ce que je peux vous parler? Si la personne te répond non,
tu arrêtes. Et Oui, ça voilà. s'arrête là. Si tu continues alors qu'elle te... Et que c'est là où ça devient de l'harcèlement. Oui, c'est Si ça. tu poses une limite en tant que femme et que tu n'as pas envie de rentrer dans la conversation, tu n'as pas envie de rentrer dans la drague, etc., et que tu l'as formulée, etc., bah, Ça, c'est un très bon exemple, ça. Bonjour, D'accord. avec un sourire. Bonjour, j'aimerais bien vous parler. Vous m'avez intrigué. Voilà, je sais pas. Ok. Bah ça va. Voilà, ça, c'est pas Ouais. pénal. Non, d'accord, ok, non. Et pareil, au niveau des données systémiques, je pense que ça date de 2016. Il y a un article dans Mademoiselle, c'est une journaliste. C'était avant qu'on parle du harcèlement de rue, tout ça. Et en fait, elle s'est pris au jeu de se promener dans Paris une journée. Et que quand les gars l'accostaient, elle disait oui, ok, on y va, on prend un verre, on discute, on y va, etc. Et il est vraiment très intéressant cet article, et je vous le recommande, parce qu'en fait, elle se rend compte, en fait, finalement, de Ouais, l'aspect c'est- systémique de la domination de l'espace, Ah oui. de la domination du territoire, de la domination de la rue. Parce que quand, en fait, au gars qui est en train de la siffler, dire « Ah, t'es mignonne et tout, je sais pas quoi », elle s'arrête, elle dit « Oui, on peut discuter ». Il dit « Non, non, mais t'as des trucs à faire, passe, etc. » Elle En est fait, la emmerdée, là. plupart du temps, Là, il est emmerdé, là, il va falloir qu'il... c'est une manière de dominer la rue. Et il y a des études sociologiques sur la place des femmes dans la rue, dans le territoire, Ah oui, ce je genre pense que de c'est choses. plus malin Et de... c'est hyper intéressant, c'est fait avec des architectes, tout ça. Et en fait, Oui. une femme qui attend dans la rue seule, elle est forcément associée à une prostituée en réalité. Donc une femme, en fait, elle ne peut que marcher, traverser, elle ne peut pas s'arrêter. Et même au niveau justement par rapport aux jeunes, l'urbanisme, comment c'est pensé, c'est Exactement. principalement pensé pour les garçons. On a Correct. pensé à créer des city-stades, des stades de foot, des skateparks, ce genre de choses, mais c'est des espaces qui sont aussi dominés principalement par les garçons, où les jeunes filles n'avaient pas leur place. Maintenant, de plus en plus, elles essayent de prendre cet espace-là. Mais effectivement, Bah, on voit foot. très bien Et que juste- la rue ouais. est toujours pensée sur la mode, question et comment on fait pour les hommes, et même quand on pense aux jeunes, c'est comment on pense pour les jeunes hommes. Justement, Sonia, en fait, je vois très bien de quelle étude tu parles. Oui. Et justement, c'était exactement ce que je voulais apporter comme précision parce que c'est absolument fascinant. Je vous la recommande. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une reconstitution en 3D, justement de l'espace et de la reconstitution d'un village. Donc, on prend un village français typique avec l'église au milieu du village, la place au milieu du Il y a village. des hommes là-dedans. Et Bah ouais. avec, dans le sud, Forcément. vous savez, les bancs autour de cette place. Et même qui si tu sont- fais un tableau, un machin, t'imagines, tu Exactement. as que Qui des sont- hommes qui et les sont femmes, pris elles que peuvent par- être que de passage. Exactement. Et en fait, dans la reconstitution 3D, on voit que les hommes donc, sont sur la Squat. place Ouais, c'est- et on voit que les femmes ne font que passer avec leurs courses ou peu leurs importe, gamins, etc. ou leurs mais dans machins, les ouais. rues adjacentes. C'est-à-dire qu'elles font toujours le tour et elles ne font que passer. Et elles ne passeront pas dans le C'est groupe passionnant. d'hommes, dans Vraiment. le... Et on C'est voit vraiment comment ça a été... l'occupation de Ouais, l'espace. ouais, il faut nous Et déconstruire. de la domination. Et donc dans le harcèlement de rue, on n'est même pas sur le principe, la plupart du temps, c'est même pas de la drague, c'est réellement de la domination. D'où la Et- phrase, envoie-moi un message quand t'es bien rentré, qu'on dit peu aux hommes et beaucoup aux femmes. Quand, c'est C'est vrai. on a vraiment... Donc Exactement. après, sur la question de la drague, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est la notion du consentement. Alors bien sûr que ça peut passer par un regard, bien sûr qu'on peut mal interpréter quand elle baisse les yeux, est-ce qu'en fait c'est que je lui plais ou pas, mais comme tu dis, on y va avec une question, et si la réponse elle est assez claire, c'est oui, on peut continuer. Si c'est non, et ben là on arrête. Alors Donc, que nous, ce qu'on expérimente en tant que femme, Ouais. c'est que on dit non, c'est pas entendu. Ce fameux non, il est considéré parfois par les hommes, ou peut-être on va plutôt dire par des prédateurs sexuels en tout cas, comme étant finalement quelque chose qui n'a pas à être entendu et que c'est un jeu. Quand une femme dit non, c'est qu'elle joue à être Ah, mais moi, c'est attrapée. ce qu'on Il y a disait. la notion Ouais, de la c'est un Ah bah, chasse. c'est En des fait, non, c'est moi qu'elle c'est fait ce qu'on garder disait un quand peu on de était choses, ado, mais elles disent non, non, mais en fait c'est oui. Bah, non. Enfin voilà, c'est enfin, donc en gros, Ah. elle disait oui, c'était oui, elle disait non, elle voulait dire oui. Donc dans tous les cas, pour nous, c'était oui quoi. C'était, Et encore aujourd'hui, il y a c'est peu d'éducation là-dessus. Et ce que tu dis, ça me fait penser de sensibilisation. J'ai l'impression que la seule limite finalement, ça va être quand la personne concernée, donc la femme, est visiblement, on va dire, la propriété de quelqu'un d'autre, mais de manière tout à fait, ce qui va être considéré comme scellé, au-delà de la bague, ça va être si elle est enceinte. Et j'ai un exemple, mais hallucinant. J'étais enceinte de ma fille en 2018, ça se voyait pas trop à l'époque, et ça devait être le début. Et ceci dit, bon, après on peut aussi parler des discriminations des femmes au travail
et que du coup, bah, en fait, ça s'est quasiment pas vu toute ma grossesse, que j'étais tellement stressée que ça se voit que ça se voyait pas. Donc, même un truc lunaire. Mais bon, là, en tout cas, j'arrive, c'était vers la gare Montparnasse, et il y a un mec, et je me suis demandé si c'était pas d'ailleurs des trucs de débile de coach, de séduction hyper machiste, hein, parce que c'est arrivé plusieurs fois au même endroit, c'est bizarre. Bon, et là, il me dit oui, est-ce que je vous ai vu, est-ce que ça vous dirait un café? Et donc là, bah, c'est ce qu'on dit, je dis non. Enfin, je dis là, ce qu'on disait, il pose la question, je dis non, ça aurait dit s'arrêter là en fait. Ah, mais vous êtes sûre? Et là, en fait, pour me débarrasser du gars, automatiquement, j'ai dit un truc sexiste parce que je sais que ça allait, enfin, je pensais que ça allait marcher parce que j'ai pas le temps. Hein. Je dis, oh non, je suis fiancée. Puis ouais, fiancée, ça veut rien dire. Je dis, moi, je suis enceinte. Et là, il me regarde et me dit, ah bon? Ah bah ça se voit pas. Ah bon, d'accord. Et il part. C'est animal, là. Là, c'est animal, là. C'est le cerveau reptilien, là, qui réagit. Le patriarcat pour qu'on vous foute la paix, quoi. Ça, exactement. Tu peux pas... C'est horrible. Et puis là, pardon, mais il y a aussi l'autre step où moi, que j'ai confronté tout le temps, très souvent et même quotidiennement, c'est tu dis non. Le gars, il va commencer à t'insulter du coup. C'est ça. Ah oui. Il t'insulte. Ouais. Oh Mais en fait, des voilà. oiseaux. Tu penses à ça parce que justement, Honnête. comme Violaine est en train d'expliquer que finalement, elle est obligée d'utiliser les outils du patriarcat pour être entendue, c'est parce qu'en fait, si on se confronte trop fort, à des moments, on met en place des stratégies, encore une fois, de protection. C'est que si on se confronte trop fort, on va être confronté à de la violence et potentiellement de la violence physique. Parce que ça passe par la violence verbale. Et nous, en fait, il y a une part de nous, on se sent dominé, on se sait dominé. Oui. Et on sait qu'en face, si le gars, il est déjà pas en capacité de respecter, en fait, à un moment donné, ça peut aller jusqu'à ne pas nous respecter, même physiquement et violemment. Et justement, on va terminer le quiz avec une dernière question. Le pourcentage de plaintes déposées pour viol classées sans suite. Attends. Ça veut dire qu'elles ont déposé plainte. Elles ont déposé plainte pour viol et sans suite. Classé sans suite. Plainte pour viol classé sans. Ah, je crois que ça va être beaucoup. Allez, je vais dire 60%. Qui dit plus? Qui dit plus? Ouais, je crois. Ouais. En fait, c'est 1% des viols déclarés qui aboutissent à une condamnation. Et sur les plaintes déposées, parce que parfois c'est déclaré et il n'y a pas de plainte, donc sur vraiment les plaintes déclarées, ça dépend des études et des années bien sûr, mais l'étude que j'avais lue, qui était une étude sur une période entre 2016 et 2019, je crois, c'était 16% aboutissaient. Oui, et juste pour donner un donc, chiffre, 80, le nombre de plaintes déposées en 2023 par les services de sécurité, c'est 114 000 victimes de violences sexuelles qui ont été enregistrées en 2023. Avec toutes celles qui ne déposent pas plainte. Voilà. Et donc, juste, je ne vous ai pas donné la réponse, mais c'est 80%. Ouais, 80 en général, c'est toute violence confondue faite aux femmes. Exactement, c'est absolument... Et c'est pareil, au niveau des chiffres, c'est important de faire attention aussi par qui c'est donné. Est-ce que c'est au niveau des violences sexuelles ou des viols, est-ce que c'est dénoncé? Est-ce que c'est déclaré? Oui, enfin, globalement, tu sens que ça fait beaucoup trop. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup trop. Tu sens que c'est minimisé, en plus. Surtout, les chiffres ne baissent pas, en fait. Ouais, c'est ça stagne et c'est souvent classé sans suite pour manque d'enquête. C'est qu'il n'y a pas assez d'actes d'enquête dans les dossiers parce qu'on manque de moyens, que les policiers ne sont pas formés, qu'il faut faire des choix. Donc, comme on n'a pas assez de moyens, on va privilégier les enquêtes pour la drogue que les enquêtes sur les violences faites aux femmes. Donc, en fait, on ne va pas investiguer. Donc, c'est-à-dire concrètement, on ne va pas chercher les preuves. Et forcément... Et bah, ça me... C'est le troisième sujet. Non, pas du tout. Ça me fait penser, on reste toujours dans le deuxième sujet, ça me fait penser à ton livre que tu as écrit qui s'appelle Classé sans suite. C'est pour ça que je m'emballais un peu. Encore une belle transition. Exactement. Classé sans suite, les femmes victimes de violences face à la justice. Comment fonctionne le système judiciaire pour traiter les cas de déni de justice dans les affaires de violences faites aux femmes? Le terme déni de justice, c'est vrai que c'est un terme qui je trouve très parlant. Parce que souvent on dit oui, mais la présomption d'innocence, c'est un grand principe de notre justice, donc le tribunal médiatique, etc., il faut arrêter. Mais en fait, on oublie de rappeler qu'effectivement, il y a un déni de justice en face, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'enquête, le droit à un procès équitable, c'est aussi un grand principe juridique, judiciaire de notre pays. Normalement, chaque citoyen ou citoyenne doit pouvoir avoir le droit d'avoir une enquête quand il vient dénoncer une infraction. Et en fait, comme effectivement c'est à la discrétion du parquet, c'est-à-dire que c'est l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'ils vont prioriser, ils vont choisir là où ils mettent les moyens d'enquête, ce qui est aussi le droit du procureur. Eh bien, ça fait plein de dossiers qui ne sont pas investigués parce qu'ils n'ont pas le personnel ni les moyens logistiques. Donc, le déni de justice, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on va déposer plainte, le principe, c'est le classement. Et l'exception, si on a, entre guillemets, de la chance, ça c'est horrible de parler comme ça, parce que déjà, tu as été agressé, bon, voilà. Mais tu as de la chance si tu as une enquête. Alors qu'en fait, elle devrait être obligatoire. C'est-à-dire que
si on vient déposer plainte en dénonçant des violences, on devrait être certaine que, on a droit à que l'homme accusé soit auditionné rapidement, qu'il y ait une enquête d'environnement, c'est-à-dire qu'on cherche les anciennes compagnes ou sa compagne actuelle. Qui soit éventuellement extrait quoi, du domicile ou du. Oui, machin, qu'il y ait une enfin, enquête qu'elle soit déjà entendue pour qu'on voit si est-ce qu'elles ont à témoigner dans leur rapport avec ça. Après, elle dépose plainte et après elle rentre chez elle. Alors ça, c'est pour les femmes qui sont effectivement victimes de violences conjugales et qui sont encore avec le conjoint, c'est aussi un autre problème à gérer ça. Mais même quand c'est pas le cas, c'est-à-dire que quand on va dénoncer des violences, je veux dire, il devrait y avoir un caractère automatique justement de l'audition d'entourage aussi, de la saisie des téléphones portables, je pense par exemple, parce que fouiller dans nos téléphones, c'est... Ouais. Maintenant, il y a la Novi dans nos téléphones. Et tout ça, c'est pas fait. Je veux dire, la saisie du téléphone, c'est assez rare dans les dossiers. Une enquête d'environnement complète, c'est complète, ça veut dire vraiment, par exemple, il y a quand même un dossier de viol collectif sur lequel je travaille depuis presque 2 ans. On a donné une liste de personnes à auditionner à la police. Il y en a très peu qui ont été appelés sur la liste, quoi. Pourquoi alors faire semblant que c'est lunaire. Et ce dossier, c'est dur pour la victime, c'est encourageant pour les agresseurs. Ah bah bien sûr, c'est l'impunité. Donc bon, il n'y a pas assez d'enquête. Et ce que je pense, il faut des textes d'enquête. Il est où le problème, quoi? Alors non seulement il n'y a pas assez d'enquêtes, mais il y a une question très intéressante de Cruyff. Pardon, excuse-moi si je maltraite ton pseudonyme, Cruyff75. Pourquoi les plaintes sont sans suite? Problème de formation dans la police. Est-ce que Violaine, tu as une... Ah oui, il y a ça aussi, c'est sûr qu'il y a une proposition de réponse aussi. Sans doute, et budget, en fait tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de budget, donc on ne va pas assez former. Mais il n'y a pas assez de budget parce que notre politique nationale, et je dirais presque tous les partis confondus, reste dans une vision sexiste. Ce qui fait qu'on va considérer que, qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus de budget que ça, parce que finalement, effectivement, il y a cette idée que c'est pas si grave certaines choses. Donc si on avait une volonté politique réelle et qui ne soit pas ancrée justement dans des réflexes sexistes, eh bien on aurait plus de budget. Est-ce qu'on trouve l'argent, on le trouve, on le sait. Sonia, justement, le déni de justice, comment ça affecte psychologiquement les femmes que tu accompagnes? Déjà, Riyad, tu as donné des éléments de réponse quand tu dis que finalement, elles s'en remettent à la justice et puis il n'y a rien qui se suit. T'imagines déjà 2 ans après, t'as rien. Et à l'inverse, chez l'agresseur, chez l'auteur de violence, ça génère un sentiment d'impunité. Donc finalement, la violence, c'est une relation dominant-dominé. La justice est censée rétablir cette relation dominant-dominé pour les remettre à égalité et revendiquer les droits de la victime. Et finalement, du coup, la non-réponse judiciaire va venir encore plus creuser cette relation dominant-dominé, donner le sentiment finalement à l'auteur de violence qu'il est dans ses droits, qu'il ne se fera pas attraper, et donc du coup il va continuer à mettre en place ce genre de stratégie. Nous, quand on rencontre les victimes à l'association au départ, elles ne veulent pas déposer plainte, mais pas j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est difficile. Non, je ne veux pas, moi c'est les violences conjugales. Non, c'est je veux pas qu'il aille en prison, c'est le père de mes enfants, je veux pas qu'il soit condamné. Voilà. Du coup, c'est presque ridicule, mais en fait, on arrive à travailler avec les victimes la plainte en disant ne vous inquiétez pas, il ira jamais en prison. C'est horrible, mais en fait, c'est comme ça qu'on arrive à dire en fait, vous pouvez déposer plainte parce que ce que vous imaginez qui va se passer, c'est pas du tout ça qui va se passer en réalité. Après, ça dépend des situations, bien sûr, mais par exemple, quand sont des violences psychologiques ou ce genre de choses. Donc, du coup, en fait, on arrive au fur et à mesure à les aider à se protéger par rapport à leurs droits. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les victimes, quand elles veulent dénoncer les violences, c'est qu'elles veulent être protégées, pas accusées. Donc, déjà, il y a un mouvement comme ça qui est un petit peu compliqué. Ensuite, quand elles font enfin l'effort d'accuser, finalement, ça peut presque se retourner contre elles, il ne va rien se passer. Oui, mais puis le mec, il attend, il est là, ah oui, il a porté plainte, mais oui. Celle qui a instrumentalisé la justice pénale pour obtenir la garde des enfants, ce genre de choses. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans la question des violences conjugales, la société continue de croire que la violence conjugale, ça se passe que quand ils sont en couple, ensemble au domicile. Et qu'un père violent, et une fois qu'ils sont séparés, c'est terminé. Alors qu'en fait, une fois qu'ils sont séparés, et surtout quand il y a des enfants, c'est presque pire. Parce que la violence conjugale va continuer, elle va perdurer au travers de la sphère judiciaire et au travers
de la garde des enfants. Et là, ce qui va se passer, c'est que lui, à ce moment-là, il n'est plus un auteur de violence parce qu'elle n'est plus en danger au domicile, il est le père des enfants. Et donc, il récupère tous ses droits, et donc il est entendu très clairement. Et là, pour le coup, alors que l'aspect parental, c'est censé être un aspect plutôt sur le principe, en termes de stéréotypes féminisés, et bien là, ça va être encore à l'avantage des hommes. C'est le papa, donc on doit encore plus l'aider à prendre sa place, parce que comme c'est le père, et donc du coup, quand on va travailler avec des professionnels de l'enfance autour de ces situations, autour des violences conjugales, souvent, on a des choses qui sont incroyables. On dit à madame, les violences c'est terminé, il faut que vous avanciez, c'est le père, il faut que vous soyez capable d'aller le voir, etc. Alors qu'il y a un espace rencontre pour la protéger, mais on va quand même dire que c'est à elle de faire les efforts. Moi, j'ai des femmes que j'accompagne, c'est limite si on me dit, est-ce que vous pouvez voir s'il peut venir au rendez-vous la prochaine fois, alors qu'ils sont censés être séparés pour raison de violence conjugale. Enfin, on a comme ça des choses qui sont assez graves. Et pour terminer sur cette question-là de la reconstruction, pour vraiment te répondre un peu plus précisément, ben c'est assez simple. C'est-à-dire qu'à l'association, un dossier où juridiquement ça avance, la prise en charge psychologique, je dirais qu'elle est en moyenne entre 1 an, max 2 ans. Mais la plupart des situations que j'accompagne, on est sur 6 ans. On est sur 3 à 6 ans. Parce que la justice, elle a aussi un temps très étalé. Très long. Et du coup, qui pérennise les violences. Les victimes, à chaque fois qu'elles doivent de nouveau se faire accompagner, se retrouver au tribunal, donc il va y avoir du pénal, il va y avoir du civil, il va y avoir parfois le civil pour la séparation, donc le juge d'affaires familiales, mais parfois il va y avoir aussi le juge des enfants. À chaque fois qu'elle va répéter, ça va ancrer le trauma. À chaque fois il va y avoir une audience, ça veut dire qu'elle doit le revoir, le retrouver. De minimiser, Exactement. de rien faire et de fermer Et sa gueule parfois, et de pour laisser ça se reprendre un reproduire. peu ce que tu disais tout à l'heure, parfois il y a même des femmes, elles travaillaient avec lui. Donc on va avoir pénal, civil, protection de l'enfance et les prud'hommes en plus. Eh ben, justement, on va pouvoir passer au 3e sujet et continuer dans pour aller encore plus loin, pour vraiment comprendre comment accompagner psychologiquement et financièrement et juridiquement les victimes. Donc ça, c'est la thématique du 3e sujet. Et pour ça, teaser, voilà, jingle, clap, tout ce que vous voulez. Voilà. Poteau entre poteaux. On recommence avec le quiz. Rebelote. Rebelote. Riyad, combien de victimes de violences conjugales ont été recensées en 2022 ? De violence conjugale ? Oui. C'était quoi la question, Pardon, Sonia. J'étais en train de dire, Combien de violences conjugales ont été... Combien de victimes de violences conjugales ont été recensées en 2022 ? Je sais pas, je vais dire... Non, là, je vais le dire au pif. Là. Je sais pas, 10 000 ? Combien ? 10 000 ? Non, c'est déjà pas bon. Vu comment elle a fait le combien, je sens que je suis hyper loin du... je sais pas, j'y allais par palier, quoi. Sonia, si tu veux, j'en rajoute 10 000, hein, je peux en mettre 20 000. Hein. Tu peux multiplier par 20. Ouais, mais ça me fait trop peur, en fait. C'est quoi le chiffre, Sonia ? Alors, je crois que même en plus, en 2022, je crois que c'était particulièrement beaucoup plus que les autres années. En plus, et pendant les périodes Covid aussi, j'imagine. Non, en 2022, je crois que j'ai 232 000 en tête, mais je crois que c'est peut-être même plus en 244. C'est ça. Voilà. 240. En moyenne, c'est 220 par an à peu près. Ces dernières années, on est plus sur 230 à peu près. Et là, effectivement, 2022, c'était beaucoup plus que les années précédentes. Donc ça veut dire 600 par jour. C'est édifiant. 240 000. Et puis, en fait, c'est les déclarés. Donc, de toute manière, exactement. Ça ne correspond pas à la réalité. Hein. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est tous autour de nous, tout autour de nous. On connaît des personnes qui, actuellement, là, sont victimes de violences conjugales. Et selon la Fondation des femmes, 9 fois sur 10, les victimes sont des femmes. Voilà. Comme pour les féminicides dans les meurtres conjugaux. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner malheureusement le chiffre des 120 féminicides ? 120 par an, tous les 3 jours. C'est à peu près ça. Moyenne, ouais. C'est dramatique. C'est un chiffre qui baisse pas énormément. Il y a non, des pics pas parfois. En 2019, il y avait 146 femmes. En 2020, avec le confinement, et ça c'est intéressant, ça a dû monter. Il y a eu 102 femmes. Et en fait, le confinement, ça a vraiment montré justement par rapport à la police, tout ça, c'est qu'en fait, pendant le confinement, finalement, les forces de sécurité étaient totalement dédiées à la question des violences intrafamiliales. Ils n'avaient pas de problème dans la rue et tout ça. Et nous, les associations, on a eu un truc génial, en tout cas sur Paris, et notamment grâce à la Fondation des femmes. Le truc, c'est que, en fait, on avait râlé contre les étudiants qui étaient partis se confiner chez leurs parents en province, etc. Ouais. Mais en fait, ça a libéré les résidences universitaires. Et donc, en fait, à Paris, toute
toute femme pendant le confinement qui dénonçait une violence conjugale, nous, on avait un endroit où la loger. mettre en Ah oui, sécurité. parce que souvent, c'est ce qu'il Et faut on déjà. n'avait même pas, parce qu'il existe des dispositifs de mise en sécurité, mais à Paris, ces dispositifs, il y a des listes d'attente pour la mise en sécurité. Et dans les mises en sécurité, du coup, comme il y a des listes d'attente, on est obligé de leur poser des questions en long, en large et en travers pour évaluer la violence. Qui Alors tape que là, vraiment en fort. on les protège, voilà, on les protège et après on fait le point. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement avec quelles imagines tu fais quoi avec ton asso? Comment ça se passe concrètement? On se balade dans la rue, on dit oui aux mecs pour discuter. Et après, Alors, donc, Elles Imaginent, c'est une association qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Elle existe depuis, on va avoir 15 ans au mois de juin. Bravo! Joyeux anniversaire. On avance. Et donc, on accompagne les femmes victimes de violences conjugales, principalement sur le plan psychologique et judiciaire. Effectivement, on n'est pas une association on reste une petite asso, et donc du coup, on n'a pas la capacité, on n'a pas de centre ce n'a pas. Ce serait quoi la solution idéale pour toi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce serait quoi la solution idéale? Là, j'ai bien compris qu'il est hyper mal géré le problème. Qu'il a tendance, ou même pire, c'est que le remède, il a l'air d'être pire que le mal, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que te faire poireauter 5 ans, 6 ans pour avoir une décision de justice avec un mec qui va rester violent dans ton entourage, avec toute l'impunité qu'il peut avoir, etc. Donc, ce serait quoi pour toi la solution idéale? Il n'y en a pas une, il va enfin qu'est-ce qu'il faudrait comme somme de moyens pour que ça marche? Du coup, notamment la Fondation des femmes et les associations féministes, on a tendance à dire que déjà, il faudrait investir en termes de budget à peu près 3 milliards d'euros par an pour la cause des femmes, et du coup ça rentre dans la question de la justice, ce genre de choses. Là il y avait une question sur l'Espagne et le tribunal, donc effectivement en Espagne aujourd'hui il y a un tribunal de la violence, donc ça veut dire que finalement tout ça va être traité ensemble, parce que aussi pour les victimes, quand elles se retrouvent à devoir, parfois elles ont un avocat différent pour le pénal, un avocat différent pour le civil, elles sont obligées de traiter ces points-là, et c'est traité séparément, alors que finalement si c'est traité ensemble, on entend aussi, on ne plaide pas de la même manière quand en fait on met vraiment en avant tout l'aspect de la violence et pas juste un aspect isolé comme c'est fait sur le plan du pénal, du civil aujourd'hui. Après au niveau social, c'est la crise du logement, ça du coup ça ce que j'allais dire, parce que concrètement chez une nana, je me fais taper dessus, ça fait une semaine, je t'appelle, c'est quoi la solution? Aujourd'hui il va y avoir il y en a plusieurs, mais aujourd'hui si elle va être en situation de danger immédiat, aujourd'hui le meilleur recours ça va être la justice avec ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Après nous sur le plan social il va y avoir ce qu'on appelle une mise en sécurité, donc elle peut être hébergée, mais après là ça va dépendre de où elle vit, quand est-ce qu'elle sollicite. Aujourd'hui réellement une femme qui ce soir là tout de suite maintenant elle ne veut pas dormir chez elle appelle le 115 en fait. Il y a pas de... Enfin, eux-mêmes sont saturés. Eux-mêmes ils disent rappelez dans 15 jours. Peut-être dans 15 jours, j'aurai peut-être une place. Quoi. Il y a une association qui s'appelle Un abri qui sauve des vies, qui est vraiment bien, comme toutes les autres, mais d'associations. Ce que je veux dire, c'est que pour cette problématique-là spécifique de relocation, elle est vraiment efficace, cette association, parce qu'apparemment, elles réussissent à reloger dans 9 cas sur 10 assez rapidement. Ça s'appelle Un abri qui sauve des vies. Et c'est là où on voit en fait le maillage du territoire par les associations, alors que théoriquement, ça doit être l'État qui doit assurer ce service. Et justement, toi, Violaine, comment en tant qu'avocate, est-ce que tu travailles avec des associations comme Elles Imaginent? Tu peux nous expliquer un petit peu le lien que tu fais avec les associations sur cette thématique-là? Je travaille avec plusieurs associations. Et, alors typiquement, le mercredi, je fais une permanence. On a créé ça parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, avoir un créneau dédié pour évoquer les violences et avoir du temps pour chaque personne, quand c'était pas effectivement quelque chose, quand ça pouvait du coup être calé sur ces créneaux-là, parce que parfois c'est pas possible, il faut répondre tout de suite bien sûr, mais que là ça permettait donc d'avoir un lieu d'accueil, et là on va faire de la redirection. Donc en fait, et aussi on donne les premières informations juridiques et psychologiques, même si évidemment je suis pas psy, donc je me contente de répéter ce qu'on m'a dit de dire bien sûr dans ces situations. Mais ça permet donc de faire du lien et de renvoyer en s'assurant que du coup on donne le contact de soutien psychologique formé aux troubles de stress post-traumatique, à la mémoire traumatique. Il n'y en a pas encore beaucoup en France. On va aussi s'assurer qu'il y a une avocate ou un avocat formé sur ces questions-là qui puisse prendre en charge le dossier. Donc c'est, en gros, on va dire que c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée sur les dossiers de violence.
Et comme je peux pas tout prendre en charge, parce qu'il faut savoir que c'est des dossiers que je fais exclusivement bénévolement, les dossiers de violence faite aux femmes, par choix de lutte politique. Ce qui fait que j'ai aussi un autre travail à côté, mais toujours d'avocate. Je travaille avec les soignants, médicaux et paramédicaux, sur la gestion contractuelle de leur cabinet. Parce que j'ai 2 casquettes, j'ai fait du droit privé avec du droit pénal dedans et du droit des entreprises. Bref, voilà. Donc, ça me fait des doubles journées, mais je ne peux pas prendre en charge tout le monde. Par contre, ça me posait problème de ne pas arriver à répondre à toutes les sollicitations. Donc, on a fait cette permanence pour renvoyer aux meilleurs interlocuteurs. C'est ça, et s'assurer que du coup, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas... Et donc, je dis on, c'est l'association Violence et Droits des Femmes, qui est une petite structure en Ile-de-France, mais on essaie de répondre du coup à toutes les demandes qu'on reçoit. Et malheureusement, effectivement, on a souvent des créneaux qui parfois sont plus disponibles sur la même semaine. C'est un des exemples de choses que je fais. Voilà. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Sonia. Tu parlais du budget estimé par la Fondation des femmes de 3 milliards d'euros qui devrait être alloué par les politiques, en fait, sur cette question-là. On est aujourd'hui à 187 millions de budget. Voilà. C'est pour te dire l'écart qu'il y a et que la solution politique, elle est encore très, très loin, en fait, d'être présente. Je voudrais vous poser une dernière question pour ce 3e sujet. Combien de départs... Ouais, je t'avais, à chaque fois je me retourne vers toi. Riyad. Je me tiens un carreau, t'as vu. J'ai trop l'impression d'être à l'école. Tu t'en sors bien. Ça va, je suis surprésenté, je voulais pas de vague. Hein. On m'a dit, c'est ma maman, elle m'a dit fais pas de vague. Combien de départs infructueux une femme victime de violences conjugales peut faire avant de partir définitivement du foyer ? C'est-à-dire combien de fois... Elles sont trop compliquées ces questions. De départ infructueux. En gros, combien de départs, combien de fois... elle va essayer de se barrer avant de se barrer vraiment. Oui. Ça, c'est comme arrêter la clope, ça. À mon avis... Alors là, tu ne peux pas comparer une addiction avec des violences faites aux femmes. À mon avis, je pense que c'est pas si loin. Objectivement, pour avoir connu des femmes qui ont été victimes de violences, etc., tu t'aperçois qu'il y a un mécanisme très, très... qui ressemble à l'addictif, qui ressemble au mécanisme addictif, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de dépendance ou d'interdépendance entre le bourreau et sa victime. La victime a besoin de son bourreau, le bourreau a besoin de sa victime. Généralement, au milieu de tout ça, tu as un observateur qui va se rendre compte que l'un est bourreau, que l'autre est victime, etc. Mais tu t'aperçois que quand toi, tu essayes d'intervenir là-dedans, c'est la meilleure façon de te fâcher avec les deux, généralement. Tu te fâches avec les deux, donc... tu dirais combien à peu près ? C'est forcément, et donc je pense que quand tu rajoutes à ça toute la complexité que vous avez parfaitement décrite, mais on s'en est que c'est pas simple, matériel, et que matériel, physique, pour les gosses. Attends, on va te dire, tu vas aller dans un truc d'urgence, tu as 2 gosses en bas âge. Déjà, il faudra que le mec se casse, le mec violent, enfin la partie violente se casse. Je suis désolé, mais le foyer, il doit quand même profiter au nombre maximum, mais donc c'est pas à la nana à la mettre dans un foyer ou dans un hôtel Ibis, quoi. Non, je suis désolé, c'est le mec à sortir et c'est le mec, enfin là, même pour les gosses, ils ont leur repère, ils ont leur machin. Si papa est violent, on va sortir papa un peu, le temps qu'on lui explique bien qu'il faut pas qu'il le soit avant qu'il puisse revenir. Déjà, il faudrait... un réel frein au départ. Ça, déjà, donc quand j'imagine avec ça, plus toute la pression sociale qui existe encore, des femmes qui disent « Attends, mais c'est des embrouilles de couple, machin, moi aussi ça m'est arrivé, passe à autre chose, ça va passer, ça peut arriver. » En fait, moi ce que je sais, c'est que ça se fait que s'aggraver. C'est-à-dire que dès qu'il y a un coup, il y en aura d'autres. Dès que j'ai entendu des trucs « Ah, mais c'est une fois, c'est un machin », non, c'est pas une fois, c'est une autorisation à aller plus loin, en fait, pour le gars. Donc je te dirais 10 fois au moins. 6 fois. Moi j'aurais dit 8 de mémoire. Pardon, j'ai donné la réponse trop vite. Non, mais 6, je sais pas pourquoi j'avais 7 ou 8 dans la tête, moi. Vous l'avez où le chiffre 10? Alors, 6. Ah, 6 T'avais combien toi en tête? Moi j'ai 7. Moi aussi j'avais 7 ou 8, Moi j'ai 7. Ouais, Ça vient de la Fondation des femmes. Ouais, mais non, mais c'est... Ça veut dire que quand même, ah oui, c'est dans tous les cas, c'est t'imagines, t'as été quand même 7 fois confronté à des injustices, alors absolument, Alors c'est après, indiscutable. c'est pour clarifier un peu la dynamique, c'est vraiment donc la question des mécanismes des violences. On parle de l'emprise. Et c'est important de parler effectivement de cette notion d'emprise parce que ça permet aux victimes d'identifier qu'en fait ça vient pas, que c'est un système et c'est des mécanismes qu'elles sont en train de subir avec une forme de conditionnement. Parce qu'effectivement quand on va parler un peu de quelque chose d'égalitaire entre la victime et l'auteur, comme si finalement c'est un peu fusionnel ou quoi que ce soit, on va rentrer en fait dans cet imaginaire et les accompagner dans quelque chose finalement de supportable et aussi dans cet imaginaire où l'auteur a tendance
très régulièrement à inverser la responsabilité. Et donc, C'est ta faute toi. que je suis violent. Voilà. C'est à Et cause donc, de c'est toi. très important. Tu m'as poussé à bout, tu as vu, C'est tu très m'as machin. important Ouais. quand on accompagne les victimes de pouvoir en fait replacer les mécanismes des violences, le conditionnement qui a été opéré, Et le casser fait la qu'elle n'est plus en culpabilité. capacité aujourd'hui de dire non. Parce que très souvent, les victimes, au départ, elles disent non, elles disent stop, elles disent je ne veux pas. Et en fait, là, il y a des jeux qui se mettent en place et la plupart du temps, il va y avoir des violences physiques. Moi, souvent, quand elles viennent me rencontrer à l'association, elles me disent je ne sais pas si je suis légitime à venir vous Peut-être que je le parler mérite. parce que moi, ils ne me frappent pas. Ah, Elles vont parler de violence psychologique. D'accord, ils ne vous frappent pas, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et souvent, en fait, on identifie qu'il y avait quand même eu des actes de violence physique au début. Pas forcément des coups, parce que la violence physique, c'est pas que des coups. De Ça type peut être tape dans le péter mur, son téléphone, ouais. ça peut être taper dans le mur, ça peut être plein d'autres choses. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Parce qu'en France, de moins en moins, vous allez identifier de la violence physique, puisqu'elle, pour le coup, elle est punie par la loi. Et les auteurs, ils sont pas si bêtes, et eux aussi, ils sont informés, ils ont les mêmes niveaux d'information que nous, et donc ils savent très bien que s'ils laissent des traces, s'ils laissent certaines choses, Oui. ça va être un problème. Du coup, c'est pour ça que la violence psychologique est de plus en plus présente, ou les intimidations physiques sont très présentes. Donc elles vont venir me voir en me disant, moi, il ne me frappe pas, je ne sais pas si je suis légitime, moi, je fais tout un travail d'investigation des violences qu'elle peut vivre, et surtout par le passé. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début, elle disait non. Au début, il y avait des violences physiques, et après, elle a appris finalement à ne plus dire non, elle a appris à se conditionner, mais elle, dans l'histoire qu'elle se raconte et dans l'histoire du couple qui se raconte, c'est que c'est lui qui s'est calmé. Ouais. Alors en fait, c'est pas qu'il s'est calmé. Et du coup, C'est des fois, elle. souvent quand elles me disent bah, moi il me frappe pas, des fois, un petit peu pour titiller comme ça, je dis mais en fait, c'est peut-être que c'est pire. C'est peut-être que vous en êtes arrivé à un stade, vous n'êtes même plus en capacité de dire non, de dire stop. Et là, après, souvent, elle pleure, et là, après, on travaille un petit peu toutes ces questions-là. Tu veux dire qu'il y a eu des violences physiques avant ou Souvent, pas? il y a des violences. Et c'est pour ça aussi que parfois, chez les jeunes, on va souvent dire que là où tu disais une femme sur 10 va vivre des violences conjugales, chez les jeunes, on va parler d'une jeune sur 7. Pourquoi ? Parce que souvent, elles sont au début d'une relation, parce que souvent, elles sont avec un homme qui est aussi plus jeune et donc peut-être plus impulsif, il a moins à perdre dans la société s'il la frappe, ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, elles vont avoir finalement une capacité d'identifier les violences de manière un peu plus manifeste en réalité. Elles vont vivre parfois des violences qui sont beaucoup plus de l'ordre de la torture ou de la barbarie que des femmes plus âgées. Là où, chez les victimes qui sont en couple depuis plus longtemps ou qui sont plus âgées, le cycle va être un peu plus installé, ça va durer un petit peu plus Et longtemps. donc, quand elles sortent de l'emprise, qu'elles ont ce déclic et qu'elles arrivent à trouver la force pour partir et pour porter plainte, etc., donc elles disent stop. Certaines sont en très grand danger. Et là, je me tourne vers toi, Violaine, pour savoir comment ça se passe pour obtenir en fait une ordonnance de protection Bah, en fait, le dispositif... et des mesures d'éloignement. Bah, le dispositif en lui-même, il est pas mal fait. Il faut savoir reconnaître quand quelque chose est théoriquement bien pensé. C'est-à-dire que c'est délivré rapidement. D'ailleurs, les délais sont plus courts maintenant. C'est au JAF, donc juge aux affaires familiales. Oui. Là, je parle de l'ordonnance de protection. Après, il y a d'autres mesures, mais on parlait de ça, donc je prends cet exemple-là. Et donc, par exemple, ça va faire interdiction à l'homme violent de s'approcher. Si théoriquement, comme je disais, c'est bien pensé, je veux dire, effectivement, ça doit être utile. La problématique, c'est toujours l'application. Parce que là, par contre, c'est la cata. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une ordonnance de protection, si c'est pas doublé, et ça l'est très, très, très rarement, par un dispositif pénal, par exemple, de bracelet, parce que le juge d'affaires familiales, il peut pas, évidemment, il peut pas prendre des mesures pénales lui-même, donc il faut couper avec le un mec peut se dispositif. venger, essayer de... En fait, c'est juste qu'il peut pas, parce que c'est du droit civil, il faut l'accord de la personne, sinon, et tu te doutes bien que le mec, il va pas dire, oui, mettez-moi un bracelet. Donc, voilà. Donc, en fait, en réalité, on se retrouve avec la difficulté d'application de ces ordonnances de protection, ce qui fait que, en fait, par exemple, une femme, elle va aller dire à la police, oui, voilà, j'ai très peur parce que j'ai une ordonnance de protection, et en fait, il est venu en bas de chez moi, je l'ai vu, et voilà, ils vont dire, ok, d'accord, et en fait, après, il se passe rien. C'est bien que, parfois, l'homme qui est visé par une ordonnance de protection, il est appelé par la police pour être auditionné après l'expiration du délai de l'ordonnance de protection. J'ai vu plusieurs fois ça. Et donc, du coup, encore une fois, c'est du délire. C'est-à-dire qu'on a une femme... C'est la réactivité qui marche pas. Comment ? C'est la réactivité. Bah oui, c'est ça, ouais. Et là, on en revient En fait, le mécanisme est assez bien prévu. On si a on des regarde, exemples il dans faut que ça aille- l'idée, dans l'idée, c'est bien. Mais Dans en fait, dans la l'exécution, ça pratique, il marche pas. faudrait que dès qu'une femme a une ordonnance de protection, et si elle vient de dire à la police c'est pas respecté, tout de suite, ils mettent le mec en garde à vue, quoi. Enfin, ils attendent pas 3 mois pour l'appeler. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
Donc, et après, j'entendais dire il n'y a pas longtemps que le ministère se félicitait des téléphones grave danger parce que ça fonctionnait bien, ou le ministère des parlementaires, je ne sais plus. Mais alors oui, ça marche bien comme dispositif quand il est mis en place, mais je trouve qu'on n'en a pas assez. Et ce qu'on entend dire par les pouvoirs publics, c'est... Explique. En fait, c'est un téléphone qui est donné, du coup, tu peux, c'est relié directement à une ligne, et quand tu estimes que tu es en danger, du coup, ça appelle les secours tout de suite. Ouais. Et en fait, les pouvoirs publics disent, on va pas en produire plus parce qu'on n'a pas plus de demandes, et puis ça fonctionne bien. Mais en fait, s'il n'y a pas plus de demandes et que les parquets mettent pas en place plus de téléphones, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il n'y en a pas plus. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que je trouve ça incohérent que les pouvoirs publics disent il y a assez de téléphones grave danger, est-ce qu'on n'a pas plus de demandes que ce qu'il y a en stock ? Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, les professionnels du droit savent qu'il n'y en a pas assez en stock, donc les parquets, ils le mettent pas en place. On va pas emmener les personnes au charbon à demander quelque chose. Pourquoi ils font pas tout simplement un numéro de téléphone qui t'appelle Mais là, du coup, c'est plus pratique, t'as pas à composer le numéro. C'est un bouton. D'accord. Et t'es directement relié. En fait, surtout, t'es relié à une ligne directe, c'est pas pareil que quand tu dois appeler, par exemple. En fait, c'est connecté à une espèce de plateforme d'assistance, si tu veux. Donc, elle va appeler. Au bout de la ligne, il y a des personnes qui sont extrêmement formées pour évaluer le danger, identifier, dire à la victime comment elle doit se protéger. Et après, les personnes de la plateforme sont en lien direct ensuite, donc genre avec un major, et ils font envoyer une voiture de police le plus rapidement possible pour protéger la victime. Et quand ce dispositif est mis en place, ça fonctionne bien. Mais bon, le problème, c'est que voilà, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, et puis on a vu malheureusement que parfois c'est un dispositif que les victimes ne peuvent avoir que si l'auteur a été condamné. En fait, s'il y a une victime qui s'inquiète... Condamné pas forcément, mais qui a une procédure pénale. C'est ça. Et donc du coup... Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer et nous exposer un peu les signes en fait, quand tu as été victime de violence, c'est quoi les signes psychologiques et les signes, on va dire, les symptômes que toi, tu peux identifier de suite quand elle a été victime ? Là, on peut parler de stress post-traumatique, etc. Et comment ça se matérialise, en fait ? Alors après, il y a moi, en tant que psychologue, nous, on parle plutôt des conséquences des violences sur les victimes. Donc, il y a moi, en tant que psychologue, ce que je vais évaluer. Mais je pense que ce qui peut être plus intéressant de dire au public, c'est comment on peut repérer, en fait, les indices d'une personne qui potentiellement vit des violences conjugales. En fait, déjà, c'est comme dans beaucoup de choses, c'est le repli sur soi. Le repli sur soi, ça va être aussi une stratégie de protection. C'est-à-dire que finalement, quand j'existe par moi-même, quand je suis moi-même, ça va générer de l'énervement chez lui. Donc en fait, j'apprends à faire ce qui lui convient à lui, à faire ce qui va ne pas l'énerver ou ce genre de choses. Donc quand vous allez avoir une personne qui est un peu dans le repli sur soi, ça peut être aussi au cours de la soirée. C'est qu'en fait, il y a un moment, elle a dit un truc, il a regardé et là, elle s'est complètement fermée. Donc là, c'est important d'essayer d'identifier ce qui se passe chez la personne. Pareil, après, dans les conséquences des violences, il va y avoir aussi si elle sort moins avec vous, si elle vous voit de moins en moins, parce que ça, c'est aussi l'isolement social, ça fait complètement partie des violences. Souvent, moi, j'ai tendance à dire que l'isolement social, c'est un peu la première violence en réalité. Et donc là, c'est aussi une forme de contrôle. Ça peut être aussi l'isolement social, pas qu'avec les amis, ça peut être aussi avec la famille. Et ça peut être aussi sur le plan professionnel. Avec tous ceux qui peuvent juger. Tous ceux qui peuvent juger les faits. Au niveau professionnel, on va revenir sur la première partie avec les stéréotypes de genre. En fait, encore une fois, les violences vont complètement s'inscrire dans les stéréotypes, dans le sens où, en tant que femme, ça va être normal que ce soit moi qui m'arrête pour le congé parental pour les enfants. Et donc là, en fait, la société ou les gens autour de moi ne vont pas identifier que je m'arrête parce qu'en fait, lui, il exerce une pression sur moi pour rester à la maison. Ça va être normal que ce soit moi qui m'arrête parce que j'ai un salaire plus bas que le sien. Donc c'est normal que ce soit moi qui prenne le congé parental, ce genre de choses. Et en fait, les violences et l'isolement va venir glisser comme ça dans les stéréotypes qui sont véhiculés par la société. Et personne ne va rien voir. Ça fait 3 ans qu'elle ne travaille pas, c'est une glandeuse ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, en réalité, il a réussi à l'isoler professionnellement parce qu'elle avait un collègue et qu'il est jaloux ou ce genre de choses. Donc là, l'isolement social, ça va vraiment faire partie de tout ça. Et puis après, effectivement, bien entendu, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre de la dépression. Alors moi, j'insiste pour parler de dépression
réactionnelle. Ok. Parce que souvent, quand on parle de dépression, et même au niveau des magistrats, quand on fait les attestations, ce genre de choses, après, c'est utilisé par la partie adverse pour venir dire, bah, regardez, Ouais, c'est elle est en elle est fragile, dépression. elle est dépressive, etc. Une dépression réactionnelle, ça veut dire que toute personne dans cette situation finit en dépression, en fait, en réalité. Ouais, c'est ça, parce Et que ça ne vient qu'on- pas on te dire met plus quelque bas que chose, sol à voilà, chaque de fois, la au bout fragilité d'un de la moment, t'y personne. es, quoi. Ça vient dire quelque chose des mécanismes dans lesquels elle est prise. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le mettre en avant. Et moi, dans ma manière de travailler avec les victimes, bah, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça qu'on accompagne une victime de violence conjugale dans une séance, dans un entretien psychologique, c'est que tout notre savoir, tout ce qu'on sait, on le leur rend, on le leur donne, parce que aussi tout notre savoir, il n'est pas que appris sur les bancs de la fac, il est aussi féministe, il est aussi tous les cercles de parole que les femmes ont fait entre elles. Et ça, c'est un peu la symbolique, moi, à l'association, parce que tout à l'heure, on parlait un peu de l'association. Quand on a créé l'association avec Julie Vella, à la base, on pensait qu'on allait juste faire des groupes de parole. On pensait qu'au niveau de la justice, ça existait. On pensait qu'au niveau du social, ça existait. Bien sûr. On pensait que tout ça était présent. Et on pensait qu'on allait juste offrir un espace collectif supplémentaire Ouais, de aux parole, femmes ouais, avec le groupe de d'écoute, parole. d'écoute, Et en fait, dans les groupes de parole, les femmes, elles ne parlent pas des violences qu'elles subissent, elles ne parlent pas des coups qu'elles reçoivent, elles ne parlent pas des violences psychologiques qui les blessent, elles nous parlent de la justice qui n'avance pas, elles nous parlent de logements qu'elles n'arrivent pas à obtenir, des freins au départ, qu'ils soient matériels ou quoi. On avait des femmes, elles étaient prêtes à partir, elles étaient prêtes à se séparer, mais en fait, toute la société les en empêchait. Ça, c'était en 2010. Aujourd'hui, on avance un petit peu mieux, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est devenus expertes de ces thématiques-là, parce que la société, elle, ne l'était pas encore. Je me suis retrouvée en 2014 ou 2016, je crois, à moi, former des avocats sur l'ordonnance de protection. Incroyable. Et on arrive Ça bientôt donne pas. au terme de cette Malheureusement. émission. c'est- Et j'aimerais vous poser une question. Moi, j'ai une question à vous poser parce que depuis tout à l'heure, donc on voit bien que c'est votre métier d'accompagner des femmes victimes de violences. Donc c'est dur tous les jours, cette charge émotionnelle, cette charge mentale que vous avez, respectivement dans vos professions de manière différente. Comment vous faites pour prendre soin de vous ? Je crois que c'est quelque chose de compliqué de prendre du recul. Et puis, en fait, il y a à la fois la violence, effectivement, des choses qu'on va voir quotidiennement, mais parfois, elle se cache là où on ne l'attend pas, je trouve. C'est que, en fait, il y a certes la violence que subissent les femmes qu'on accompagne, et puis en tant que femme, bah, on est aussi des femmes, donc on a souvent eu des expériences dans nos vies. Parfois, ça peut revenir aussi, ressurgir, des troubles de stress post-traumatique. Donc ça, c'est gérer soi aussi, c'est compliqué. Et parfois, dans la lutte politique, certaines femmes ont tellement intégré les codes patriarcaux que même dans les milieux féministes, on peut être victime de violence. Donc je dirais que c'est très difficile de gérer ces multi-vecteurs de... Donc oui, Alors, pourquoi on continue? Bah, par idéal, je dirais, par sens de la... Bah, je sais pas, c'est comme si... En tout cas, pour ma part, c'est comme si c'était ancré en moi. J'ai du mal à me... Ça t'indigne. Comment ? Ça t'indigne. Ouais, ça m'indigne. Et T'es pas puis... résignée. Bah, des fois, évidemment que je me dis, non, mais il faut que je fasse un break parce que je suis fatiguée. Mais en fait, on peut pas j'ai l'impression qu'on peut pas me l'enlever de moi, même quand j'essaie. bah oui. Donc, alors, ce que j'ai trouvé perso pour me reposer, ça va être par exemple la piscine, ou alors les endroits voilà, où je suis focus sur le moment vraiment présent. Parce que quand tu nages, tu es obligé de te concentrer sinon tu coules. Donc voilà, ce genre de choses qui demandent vraiment de l'attention, où ton téléphone est ailleurs. Et toi, du coup, Et tu toi, fais quoi ? Sonia ? Moi, je dirais vive le chocolat. Ah oui, c'est vrai. Il y a Baptiste Beaulieu, qui est un médecin très humaniste, dans lequel je me reconnais beaucoup dans sa pratique. Et à un moment, il avait fait un post et qui m'a beaucoup parlé, où en gros, il disait qu'il devait prendre 1 kilo par an, par patient, en fait. Enfin, un truc un peu comme ça. Et oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose où prendre soin de soi, c'est quand même difficile. On a forcément besoin d'évacuer ça quelque part. Donc ça, c'est pour la partie un peu perso et le travail que je dois continuer à faire pour justement entendre aussi à quel point ça m'affecte. Parce que souvent, c'est un peu quand j'ai un peu fini la tablette de chocolat que je me dis « Oh, la journée, elle a eu difficile en fait ». Donc peut-être essayer de repérer ça au bout du 2e carré maintenant. Et par contre, mon équilibre aujourd'hui quand même, en fait, c'est le militantisme, c'est former, c'est les interviews, c'est sensibiliser la population, c'est faire changer la société. Ce que je décris souvent, c'est finalement ce que les femmes me donnent et qui peut être une souffrance, je le réutilise pour en faire quelque chose. Et du coup, parfois, j'arrive même à réutiliser en entretien avec elle en disant, bah, voyez, à tout ce que vous me dites, moi aussi, je la ressens, cette injustice. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans la rue le 25 novembre. C'est aussi pour ça qu'on fait ça.
Et du coup, on les emmène avec nous dans la rue le 8 mars C'est et le 25 magnifique. novembre. Merci beaucoup pour ces derniers mots parce que c'était un peu essentiel d'avoir vous aussi, votre retour. Je vous remercie infiniment parce que vraiment, vous êtes absolument merveilleuse et vous nous avez éclairé sur tellement de choses, etc. C'est hyper passionnant et on aurait envie de pouvoir parler encore et encore. Il y a tellement d'autres sujets qu'on aurait pu aborder et qu'on n'a pas pu le faire et qu'on le fera peut-être dans d'autres lives. Juste, je rappelle le numéro d'urgence pour les femmes victimes, c'est le 3919. Alors, c'est un numéro d'écoute. Exactement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'écoute, le 3919. Exactement. Et l'urgence, ça reste le 17. 17, oui, pardon. Ouais, Numéro d'écoute exactement. 3919. Voilà, en tout cas, c'est un numéro qui, C'est le ça. 3919, maintenant, il est 24 heures sur 24. Donc, bien entendu, en termes de détresse, en termes de besoin d'être entendu, de parler, d'avoir des coordonnées, 3919. Ouais. En revanche, elles n'ont Le même numéro pas de d'urgence, relation directe 17. avec la police. Donc, en cas de vraiment D'urgence, d'urgence, de le danger, 17, ça reste le 17. Exactement. Merci pour ces précisions, Merci, les vraiment. filles. Et juste pour terminer Merci à cette émission, on Dis-moi. va... Ah non, c'est oui, pour moi. on va faire une petite conclusion pour que tu puisses annoncer la sortie de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi? Ça va parler de quoi? Quand est-ce qu'il sort? Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh ben, je n'avais pas prévu la question. Mais c'est un livre qui va parler justement du projet Poteau, de la monnaie Poteau, qui est une monnaie dédiée à la solidarité, qui va permettre d'alimenter les associations comme vous, de les payer, d'encourager ça en le rendant public, en encourageant les gens à distribuer, un peu comme on faisait avec les monnaies locales, sauf qu'on va utiliser toute la technologie pour qu'elles deviennent digitales et qu'elles puissent s'échanger entre les donateurs, les associations, les professionnels également, et les bénéficiaires, et que tout ça soit visible de façon à encourager, de façon à flécher la solidarité, la mesurer, voir où elle va, et puis l'encourager. Voilà. Il sort quand, le livre? Je crois qu'il est déjà sorti, ou il sort le 25, il me semblait. Donc tu vois, t'es pas du tout au courant, et j'étais pas du tout au courant, mais je crois qu'il est déjà disponible. Du coup, on peut l'acheter Sur Amazon. Ok. Sur Amazon, On et il tape s'appelle quoi on tape Poteau, tout simplement. Ok. Riyad Boulanoir, Poteau, Poteau. on le trouve. Et tout simplement. Ok. Voilà. Et t'expliques dedans. Et j'explique comment toute t'as ma créé. construction et surtout pourquoi je suis arrivé à faire une monnaie. C'était quoi mon idée là-dedans? Parce que je me suis beaucoup immergé. Moi, je suis déjà un ingénieur de formation. J'ai travaillé dans les services financiers. J'ai fait une banque que je voulais accessible à tout le monde, la banque Nickel, que j'ai revendue ensuite. Et puis ensuite, je me suis immergé dans le milieu associatif, dans tout ce qui est solidarité, dans tout l'écosystème de la solidarité qui va de la subvention, du donateur, l'association, l'entreprise solidaire, jusqu'aux bénéficiaires. D'accord. Pour essayer de voir un peu ce qui coinçait. Et effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait arriver à une monnaie parce qu'il fallait déjà, dédier la solidarité à un flux et ça ne pouvait pas être mélangé avec tout le reste. C'était important de le séparer et de le mesurer. Ouais. Si tu le mets dans l'euro, c'est mélangé avec tous les euros. Tu me parles de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards, je ne sais pas combien il faut pour la solidarité, mais peut-être il en faut 15, il en faut 30, il en faut 50, j'en sais rien, mais en tout cas, ça serait bien de pouvoir le mesurer, de pouvoir le voir ruisseler. Voilà, de pouvoir encourager aussi les gens qui donnent, parce que la redistribution, elle doit être valorisante. Voilà, et donc je suis arrivé à cette conclusion-là, qu'il vous fallait un outil qui vous représente, qui vous alimente, qui vous finance et qui vous permette d'échanger entre vous. Voilà. Eh ben, C'est super. ça, Poteau. Et Génial. voilà, et c'est ça le Bravo. livre, je vais vous le dédicacer. Ouais, Eh ben super. oui, avec Ça grand marche. plaisir. Je dis avec grand plaisir, mais peut-être que j'aurais pas le droit à une dédicace. Pas pour toi. Il fallait me prévenir avant. Juste pour la petite anecdote, parce que je ne sais pas si je me suis présentée au tout début, mais je le fais à la fin. Moi, c'est Éléonore. Je ne l'ai pas fait. Et je travaille avec Riyad. Et ça fait des années qu'on se connaît aujourd'hui. Exactement. Voilà, Ah. c'était juste pour présenter le contexte. Ça arrive à la fin. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. La prochaine fois, je le ferai si tu veux. Et ben, on va clôturer ce live. Je vous laisse couper l'équipe technique. Merci à tous et on se retrouve le mois Merci, les prochain filles. pour Merci à tout le monde. une nouvelle thématique. Avec Au plaisir, revoir. en tout cas. Au revoir.